Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Dans cette émission qui est la vôtre, la ligne est ouverte chaque soir entre 22h30 et 1h du matin pour vous donner la parole, vous permettre de partager votre expérience avec les auditeurs et vous entraider. Alors je vous invite à appeler dès maintenant le 39 21 qui est le standard d'Europe 1 pour me parler et me poser toutes les questions qui vous préoccupent. C'est Paul et Amandine qui vont vous accueillir et vous guider au 39 21 et c'est Philippe Chartier qui est en régie et qui signe la réalisation de l'émission. Je vous invite également à réagir, à donner votre point de vue, que ce soit par mail, europe1.fr, par SMS, au 7 39 21, en commençant votre message par le mot nuit, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Et le plus simple, si un témoignage vous touche, si une histoire fait écho un peu à quelque chose que vous avez vécu, le plus simple, c'est vraiment le bon coup de téléphone, 39 21. Comme ça, vous pourrez dialoguer avec nous en direct à l'antenne. Europe 1. Bonsoir Julie. Caroline, merci d'avoir pris mon appel. Je vous en prie. Bienvenue. Merci, ça fait 5 ans que je vous écoute, donc c'est vrai. J'ai le cœur qui bat. Oui, j'adore votre émission et c'est gentil. Je suis vraiment accro. Je l'écoute en podcast tous les jours et elle nous fait vraiment du bien. Mais tant mieux. Vous écoutez de l'étranger, je crois. Oui, j'écoute en podcast. Je peux pas D'accord. écouter en direct, mais quand je le prépare le matin, quand je fais le ménage chez moi, quand je cuisine, c'est toujours le podcast. On vous accompagne à presque tous les moments, à beaucoup de moments de votre journée alors. Voilà, exactement. Ça vous donne de l'énergie d'écouter en faisant le ménage ? Ah en fait ça rend la tâche moins fastidieuse. Ah bon. Je trouve. Donc je fais toujours ça quand au lieu d'écouter de la musique, je préfère écouter votre émission. Je vais peut-être m'y mettre alors moi aussi au podcast. Ouais. Alors ma chère Julie, ce soir vous m'appelez parce que vous êtes assez préoccupée par la relation que vous avez avec vos parents, hein, je crois. Oui, c'est ça. Donc en fait, je vous appelais pour que vous m'aidiez à démêler un peu cette situation qui est très conflictuelle et qui l'est encore plus depuis cet été. Et en fait, je sais plus trop où je suis, quoi faire. Je suis un peu comme en fait, j'hésite entre couper les ponts définitivement, ce que j'ai entrepris de faire il y a quelques mois, ou de faire avec, en fait, et de me forcer, en fait. Vous me parlez de cet été qui a été assez désastreux, semble-t-il. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que c'est pas rien d'envisager d'en arriver à couper les ponts? Et c'est qu'il y a des choses quand même qui vous ont fait du mal, parce que quand vous dites faire avec, encore faut-il pouvoir faire avec, c'est pas toujours simple. Voilà, exactement. Donc en fait, on n'a jamais eu une relation positive. Ça a été toujours les critiques incessantes quand j'habitais chez eux. Ils étaient assez violents dans leurs paroles, parfois en actes aussi. Jamais d'empathie. En fait, j'étais un peu comme un objet et ils me contrôlaient en fait. Et c'était, je devais faire ce qu'ils disaient. C'était toujours ils étaient rabaissants, dévalorisants et c'était... De tout temps, depuis votre enfance, l'adolescence, jeune adulte? Enfance, adolescence, même là, quand on est retourné voir mes parents cet été, c'était la même chose en fait. C'était vraiment des... en fait, j'avais l'impression d'être à nouveau adolescente chez eux, même si j'étais avec mon mari et mes enfants. J'avais vraiment... C'était un peu traumatisant, j'ai envie de dire. Le mot est fort, mais j'avais l'impression de retrouver. J'étais dans ma chambre d'ado et puis ils me traitaient en fait comme pendant mon adolescence. Et ça m'a vraiment beaucoup stressée. J'étais très anxieuse et mon mari c'était pareil. Il n'avait jamais expérimenté. Il n'avait jamais ressenti quelque chose comme ça avant. C'était la première fois qu'il rencontrait ses beaux-parents? Non. On est en fait depuis que j'habite à l'étranger, on est retourné 3 fois et
ça s'est jamais bien passé. Mais là, c'était vraiment désastreux. En plus, on avait 2 enfants en bas âge avec nous. Et en fait, on se faisait critiquer. On avait, par exemple... Par rapport aux enfants ou par rapport à vous-même? Oui, Parce que ils auraient les pu deux. se réjouir de voir leurs petits-enfants qu'ils ne voient pas souvent si vous êtes à l'étranger au lieu de ça. Ben oui, en fait, c'était les deux. On était critiqués nous. Donc, par exemple, moi, ce que je mettais, faut pas mettre un short, c'est trop court, ou ah, ça te va pas, t'es grosse, t'as vraiment grossi. Enfin, Non, non. des choses Et comme ça. aussi bien votre père que votre mère? Oui, Vous les deux. critiquez vos vêtements, votre... Oui, oui. La première chose que mon père m'a dit quand il est venu nous chercher à l'aéroport, c'est oh là là, qu'est-ce que t'as grossi. C'est Et sympathique, oui, comme accueil, c'est ouais, gentil comme... demander plein d'inconnus. Et puis en plus, moi, je Enfin, et venais puis ça, d'avoir on n'accueille pas sa fille qu'on n'a pas vue depuis un moment comme ça. Enfin, depuis 3 ans. Ouais. Et c'est en plus, je n'importe quoi. venais juste d'avoir mes enfants. Enfin, parce que Bah, j'étais en plus, vous avez des tout petits enfants, je crois. Ils ont, voilà, oui. oui, Mm. Mm. des jumeaux. Donc, En je venais plus, juste de oui. les Donc, avoir. bah, Et vous venez de les avoir, oui, qui vous laissent un peu le temps. Puis enfin, oui, c'est vraiment pas gentil en plus. voilà. Mais de toute façon, Inutilement quand j'étais blessant. petite, une phrase qui reste avec moi toujours un peu, c'est déjà, vu que t'es pas jolie, au moins sois polie. Et ça, je l'ai entendu toute mon C'est votre enfance, père toute mon qui vous disait adolescence. ça? C'est votre Ouais, père? Au moins, t'es pas jolie et sois polie. oui. Ça, c'était sa phrase Terrible. Ouais. qui sortait à tout bout de champ, en fait. Enfin, Et en votre gros, mère ne disait rien face à de tels propos? non, non, mais elle était plutôt violente dans ses gestes et aussi, mais elle est aussi violente en parole et elle n'était jamais assez bien ce que je faisais. Donc, en fait, j'ai un peu développé du perfectionnisme. En fait, je suis jamais satisfaite. Je suis toujours, par exemple, Oui. au boulot, je me noie dans le boulot. Enfin, j'arrive jamais à. En fait, il faut toujours que j'ai, par exemple, quand j'étais au lycée, que j'ai les meilleures notes. Quand j'étais à la fac, il fallait pas que j'ai une. Enfin, En fait, je suis en thérapie pour, entre autres, ça. Oui, Et je comprends que vous ayez bien besoin de vous pencher oui. sur cette relation parce que vous parlez à un moment de mauvais traitement. Enfin, on est quand même dans une forme de maltraitance là. Hein. C'est Oui, violent. c'est de la maltraitance physique et verbale. Et donc, j'ai commencé aussi le MDR, donc je suis à ma 5e séance là. Et c'est un peu difficile les premières séances, j'avoue, mais en fait, maintenant que j'ai les petits, j'ai vraiment envie de changer. Mm. Et je vois des problèmes dans ma façon d'être que j'ai envie de changer. Et donc, je vois vraiment une urgence parce que là, ils vont pas se souvenir parce qu'ils sont trop petits, mais Ce sont des petits garçons? ouais. Mm. Et Et là, en fait, dans quel état d'esprit êtes-vous? Parce que on voit bien que c'est pas simple. C'est-à-dire, vous vous demandez si vous devez couper vraiment tout lien ou faire avec, vous dites. Mais voilà. vous faites mal avec et ça se comprend. Enfin, ça vous fait du mal, cette relation. Vous leur avez dit, vous pouvez leur dire à vos parents? Non. Non, je peux pas. En fait, pendant des années, jusqu'à il y a peut-être 2 ans, je pense, j'essayais toujours d'expliquer, j'avais toujours l'espoir qu'ils changent, Oui. je voulais qu'ils comprennent. Et en fait, là, ça fait 1 ou 2 ans que j'ai abandonné. En fait, l'analogie que j'utilise souvent, c'est comme si j'essayais d'expliquer la politique à un animal. Enfin, il comprend. Enfin, et encore, il comprendrait peut-être plus. C'est pas que j'ai traite d'animaux, mais c'est comme si j'expliquais la politique à un mur, par exemple. Mais c'est-à-dire que vous avez essayé à certaines fois de leur dire que ça vous faisait mal, tout simplement. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils vous renvoient quand vous dites c'est un mur, En fait, c'est-à-dire qu'ils ne disent rien ou ils retournent la situation, c'est-à-dire? Oui, par exemple, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'avais pas envie de l'annoncer à mes parents tout de suite, mais en fait, au final, je leur ai annoncé assez tôt parce que j'avais une copine qui m'avait dit ah mais tu vas pas leur dire, mais c'est tes parents. Enfin, elle comprenait pas parce que ses parents étaient des parents aimants, et donc du coup, en fait, un peu par pression, je leur ai dit assez tôt. Et je leur avais dit, ne dites rien à personne, j'ai envie de l'annoncer moi-même. Oui. Et en fait, le jour suivant, il y avait tout le monde qui le savait, quoi. Et alors, j'ai expliqué à mes parents, j'ai expliqué à ma mère que j'étais vraiment en colère, que ça se faisait pas, que je voulais le faire moi, c'était mes premiers enfants. Et en fait, elle a retourné la situation contre moi en me disant, mais t'es une mère maintenant, j'espère que tes enfants ils te feront jamais ça, mais comment tu te comportes, alors que j'étais en colère après
eux. Et en fait, ils ont retourné toute la situation contre moi. Et en fait, c'est toujours comme ça, c'est toujours t'es ingrate, t'es une mauvaise fille, ton comportement il est inadmissible. Enfin, et donc en fait, leur expliquer, ça sert à rien parce qu'ils n'ont pas la capacité de se remettre en question. Ils l'ont pas du, enfin, je sais pas, mais ils n'ont pas du tout cette capacité de se mettre à la place d'autrui. Et avec leurs petits-enfants, ils sont comment? Ben, en fait, ils sont très aimants. Et par contre, on n'a pas pu les laisser avec. Par exemple, mon mari et moi, on aurait bien aimé aller faire un peu de, je sais pas, 2-3 heures, les laisser avec leurs grands-parents pour qu'on puisse aller, je sais pas, faire un resto, mais ça, c'est pas possible. Pourquoi? Ben, ils s'en sentent pas capables. Enfin, ils n'avaient pas envie. On leur a demandé. Ils vous le disent. Ils vous le disent. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Incroyable ça. Ils veulent pas. Ils sont âgés, vos parents? Non, pas tellement. Non, ils sont pas tellement âgés. Enfin, ils sont à la retraite, mais. Oui, mais enfin, ils sont en bonne santé. Oui, donc ils aiment bien, mais quand vous êtes là, quoi. C'est-à-dire qu'ils se sentent pas à même de. À petite dose, voilà. Vous êtes fille unique, vous, Julie? Est-ce que vous êtes fille unique? Vous êtes fille unique, vous? Non, j'ai un frère qui est beaucoup plus âgé. Et comment ça se passe avec entre vos parents et votre frère? Ben, en fait, c'est un peu la même chose parce que en fait, lui, il vit dans la même commune et en fait, il met de l'eau dans son vin et il sait que chaque mois, il doit aller leur rendre visite et que il fait son devoir en fait. Et donc lui, il fait avec. Et en fait, c'est ce que je faisais depuis que j'ai déménagé. En fait, ma mère surtout m'appelait une fois par semaine et après c'était 2 fois par mois et après c'était un peu espacé. Et alors à chaque fois, je faisais avec. En fait, je parlais de choses très très simples, enfin pas de choses personnelles parce que si je parlais de choses personnelles, elle pouvait s'en servir pour me critiquer ou me dire fais pas ci, fais pas ça, alors qu'elle a aucune idée de comment se passe la vie dans le pays où j'habite parce que c'est vraiment très différent. Et donc en fait c'était toujours Ils ne sont jamais venus vous voir? Ils ne sont jamais venus vous voir à l'étranger? Ma mère elle est venue une fois et mon père jamais. Et il a aucun intérêt. Enfin il est vraiment pas intéressé par ça. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle vous appelle, votre mère. Elle prend de vos nouvelles, malgré tout. Je pense qu'en fait, elle a envie de parler parce qu'elle est assez seule, parce qu'ils ont un mariage très, très toxique. Ils s'entendent pas, eux non plus, entre eux? Non, pas du tout. Et non, ils sont jamais venus. Et pourtant, je leur ai toujours dit, on avait acheté une maison avec de la place, vous pouvez venir, à l'essence des jumeaux, vous pouvez venir. Et en fait, non. Et donc, j'ai un peu de... ça m'a aussi un peu déçue qu'on n'ait aucune aide. Mais enfin, c'est pas un hasard non plus. Pardonnez-moi, je vous interromps, mais c'est peut-être pas un hasard non plus. Vous êtes partie très jeune et loin. Oui, et en plus, je suis partie encore plus tôt quand j'étais étudiante au lycée. J'ai fait un an d'échange, comme vous en aviez parlé dans une de vos émissions la semaine dernière. Et donc, en fait, j'avais aussi fait ça parce que j'avais vraiment, j'ai tout fait. Et en fait, j'avais pas mal de pensées suicidaires et j'étais vraiment pas bien. Et j'ai fait une année à l'étranger et dans le pays où j'habite maintenant. Et en fait, ça s'est super bien passé. Mes parents d'accueil étaient vraiment très aimants. C'était une année géniale. Et donc, en fait, après, par rapport à ça, j'ai connu mon mari. Et donc, en fait, quand j'ai pu partir, je suis partie, quoi. Et comment ont-ils réagi, vos parents, quand vous êtes partie? Ils n'ont pas vraiment réagi, en fait. Et ils n'ont jamais vraiment dit s'ils étaient fiers ou pensaient, mais par contre quand je reviens chez eux, il y a plein de photos de moi partout et c'est super bizarre parce qu'en fait ils n'ont jamais vraiment eu ils ont jamais vraiment vocalisé en fait leur amour ou leur fierté ou autre. Ils ont jamais. Oui, mais il y a des photos de vous partout quand même chez eux. Oui, mais je pense que c'est parce que ça reflète leur réussite. Pas parce que c'est de l'amour. Je pense que mon mari et moi on en a longuement parlé. En fait, on pense vraiment que c'est parce que mon succès en fait, ça reflète que eux ce sont des bons parents et que ils ont bien réussi. Ce qui est curieux, c'est que quand vous me parlez d'eux, c'est comme si ils étaient amalgamés là. On a l'impression d'avoir un couple qui fait bloc face à vous, et pourtant vous me dites qu'entre eux ils ne s'entendent pas et qu'entre eux aussi ça se passe mal. Mais ce qui est curieux. Et j'arrive pas à distinguer ce qui se passe du côté du père, du côté de la mère. Enfin, on a l'impression qu'il y a juste un bloc parental. Que vous les mettez tous les deux sur le même pied.
Ben souvent c'était comme ça. Et en fait, la dynamique, en fait, quand j'étais encore chez eux, c'était souvent ils étaient deux contre moi, ou alors quand ils faisaient la guerre entre eux, et ben par exemple ma mère, elle essayait souvent de m'avoir de son côté en fait. Et elle me dit encore aujourd'hui, encore à ce jour, elle se plaint de mon père, que c'est un monstre, une personne horrible. Et et ça, par exemple, moi, même si je m'entends très mal avec mon père, j'aime pas entendre ça. Enfin, ça Bien me dégoûte sûr. en fait. Enfin, je n'ai pas envie Oui. d'être au milieu D'être de à cette ça. place-là, oui. Mhm. Bah, écoutez, Julie, de toute façon, d'une certaine façon, vous-même, vous avez trouvé un peu une réponse à ça, en mettant beaucoup de distance géographique. Mais on Ouais. entend bien parfois qu'il est plus simple de mettre de la distance géographique entre ses parents et soi. La distance psychique, c'est tout autre chose. Parce que, alors là, évidemment, vous me parlez d'eux, mais j'entends même, qu'il y a quelque chose qui vous angoisse terriblement dans cette relation. Donc c'est bien que vous soyez aidés et que vous puissiez en parler. Et pour le moment, je dirais, ce qui compte, c'est que ça ne vous met pas en difficulté au point de ne pas arriver à ce qui pourrait arriver à construire un couple, à être en couple, à fonder une famille. Or là, vous me parlez de votre mari, ça se passe bien avec lui ? Oui, très bien. En fait, j'ai vraiment touché le jackpot avec lui parce que il est vraiment aimant, compréhensif, patient. Enfin, c'est vraiment un homme très très bien. Donc vous avez choisi un mari très différent de votre père, très prévenant avec vous. Et un c'est père, bien. C'est un père vraiment très 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 aimant. Enfin, j'ai vraiment bien choisi et je l'aime beaucoup. Donc oui, ça va bien entre nous. Enfin, on a des problèmes et donc du coup et qui viennent beaucoup de moi en plus. Donc c'est pour ça que j'essaie de travailler un peu ma personnalité pour que j'ai un peu moins de colère parce que j'ai quand même pas mal de colère. Et oui, Moi, écoutez, pour le moment, je pense que vous non seulement, vous entendez bien avec votre mari, vous avez des enfants, donc des jumeaux petits, vous réussissez à construire une famille, c'est pas rien. De là d'où vous partez, parce que parfois on peut être tellement prisonnier un peu d'un schéma parental ou familial qu'on n'a pas envie de répéter cette histoire et qu'on peut couper quelque chose justement au niveau de la transmission. Vous avez tenté l'aventure et vous êtes parti loin. Oui. Ça vous protège un peu cette distance. C'est vrai. Bon, ça vous protège, ça vous permet de travailler ce lien finalement pour que vous puissiez exprimer votre colère, votre angoisse, votre souffrance. Et vous verrez bien, c'est-à-dire que pour le moment, vous n'êtes pas obligé d'être dans quelque chose de définitif, parce que peut-être que le définitif peut être aussi un peu angoissant et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Mais je pense que lorsque vous aurez exprimé votre colère en thérapie, ou peut-être que vous parviendrez, au moins si c'est compliqué oralement, mais à faire une lettre à vos parents, puisque finalement ils vous accablent encore aujourd'hui de reproches en disant, si je comprends bien, que vous êtes une fille ingrate, enfin bon, peut-être en leur faisant une lettre, en disant un peu ce que vous ressentez et à quel point leurs paroles, leurs attitudes vous ont fait du mal. Oui. Sans que ça soit, si vous voulez, un procès. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un espace de thérapie où ce qui est bien en thérapie, c'est que justement on se donne du temps et on évolue et on peut à un moment faire une séance où on va j'allais dire dézinguer de façon un peu familière ses parents, et c'est pas grave, ça ne porte pas conséquence, c'est pas comme si on s'adressait à eux, on s'adresse à un thérapeute au fil du temps les choses évoluent en nous aussi. Donc rien n'est jamais figé. Et peut-être qu'un jour, ça serait important quand même, si vous n'arrivez pas à le faire de vive voix, à l'exprimer dans une lettre. Okay. Pour ne pas rester aussi avec tous ces sentiments en vous, toutes ces blessures,
Et le fait de faire les choses par devoir, bon, je dirais que vous n'en êtes heureusement pas là. Vous n'êtes pas, c'est pas comme si vous aviez affaire à des parents très âgés et qui deviennent un peu dépendants et où là, ça vous placerait un autre cas de figure et autre cas de conscience. Vous n'en êtes pas là, heureusement. Pour le moment, c'est votre vie à vous que vous êtes en train de construire qui compte là. Vos parents, ils n'ont pas besoin de vous, en tout cas pour vivre leur vie à eux actuellement. Vous voyez ? Oui. Donc, c'est important que vous ayez un espace pour parler d'eux, parler de cette relation, de façon à ce que ça ne vous parasite pas trop, que ça ne vous envahisse pas trop. Parce qu'on voit à quel point, parfois, quand on a eu de mauvaises relations comme ça avec ses parents, ça peut même quand on met de la distance, ça nous envahit. On les a presque tout le temps un peu en tête, ou si on les a pas en tête, ils se manifestent à travers nous, à travers nos comportements, quand vous dites la très grande exigence que vous avez vis-à-vis de vous-même. Vous n'êtes jamais satisfaite, ou il faut toujours plus, ou bon. Alors effectivement, le peu que vous m'avez dit, l'accueil à l'aéroport, c'est quand même incroyable. Les premiers mots, alors que vous ne les aviez pas vus depuis, vous me dites 3 ans, t'as grossi, enfin. Et c'est là où il faudrait presque, mais je sais bien que dans ces situations, quand on est blessé, on n'arrive pas à réagir, c'est ce qui est compliqué. Mais il faudrait pouvoir leur dire, enfin, tu te rends compte ce que tu es en train de me dire ? On s'est pas vu depuis 3 ans et la première chose, c'est ces paroles extrêmement désagréables. Et puis dire, je te ferai dire que je viens d'avoir des jumeaux. Ouais, et puis en plus, c'était pas la seule fois où on m'a rappelé mon poids pendant ce séjour. Donc, je pense que la lettre, en fait, j'y avais pensé, mais c'est pas une obligation. C'est pas, il y a rien. Dites-vous que vous ne, il y a aucune obligation. Vous voyez, vous n'êtes tenu à rien, j'ai envie de dire, Julie, pour le moment. Si ce n'est à prendre soin de vous, de vos petits là, qui ont bien besoin de vous, de votre couple, et de prendre soin de vous, c'est aussi parler de cette relation qui vous a fait beaucoup de mal. Peut-être, une fois que vous aurez exprimé votre colère, arriver à comprendre qu'est-ce qui fait que vos parents en arrivent là. Parce qu'il y a quand même une grande ambivalence de leur part. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ne sont pas indifférents. Loin de là. Oui. C'est pas rien. Votre mère qui est venue vous voir, qui vous appelle, ces photos de vous. Alors bien sûr qu'après, on peut donner des tas d'interprétations, mais c'est quand même pas rien. Donc, mais ça, c'est dans un second temps. Et je crois qu'il faut jamais se mettre dans des choses définitives. C'est-à-dire que pour le moment, vous avez le droit, bien sûr, de vous protéger et en vous protégeant, de prendre soin de vous et des vôtres, de la famille que vous avez construite là. Ok. Et en mettant un peu vous, ce que vous avez vécu dans un lieu où vous pouvez en parler, de façon à ce que ça ne parasite pas aussi votre lien actuel avec vos enfants. Enfin, vous voyez, vous n'allez pas leur transmettre tout ça à eux. Donc c'est bien que vous puissiez aussi travailler là-dessus. Et après tout, hantise, en fait. oui, il n'y a pas forcément de raison, surtout en travaillant dessus. Mais après, donnez-vous du temps et vos parents, bon, il n'y a pas d'obligation. Et vous pouvez leur dire peut-être dans un courrier, si lorsque vous venez les voir, c'est pour en prendre plein la figure, ça vous donne pas envie de venir ou de les avoir au téléphone. Ouais. Donc, il y a vraiment c'est ce que dit Marie d'ailleurs, elle dit finalement, ça peut les faire réfléchir, prenez un peu de distance, protégez-vous et profitez sereinement de votre vie et de vos enfants. C'est ça la priorité. Okay. D'accord ? Okay. Et dites-vous que vous n'êtes tenu à rien. Oui. Bon courage, Julie. Merci beaucoup, Caroline, et bonne fin de soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. En direct jusqu'à 1h du matin, 2 heures volées à la nuit pour parler en toute quiétude de vous et de votre vie. Le 3921 est à votre disposition si vous désirez me parler. Et si vous n'arrivez pas à joindre Paul ou Amandine, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur, puisque le répondeur de la Libre Antenne est en service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et si vous nous laissez en quelques mots le motif de votre appel, un numéro
numéro de téléphone. Ils feront tout leur possible pour vous rappeler dans les prochains jours. À ce propos, je ne sais pas s'il y a une Brigitte qui est à l'écoute. Il y en a certainement plusieurs, mais Brigitte, vous nous avez laissé un message sur le répondeur pour un problème de burn-out. Vous dites que vous avez du mal à nous joindre et vous ne nous avez malheureusement pas laissé votre numéro de téléphone, donc on ne peut pas vous rappeler. Si jamais vous êtes à l'écoute, n'hésitez pas à nous joindre au 39 21. C'est Pascal maintenant qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Vous allez bien? Oui, ça va, je vous remercie. Et vous? Ben, ça va. Je voulais intervenir par rapport à l'émission d'hier soir Oui. sur les enfants, les adolescents, les crises d'adolescence. Je rencontre le même problème avec ma fille, moi. Donc, ma fille, qui a quel âge? le prénom, qui a 17 ans. Qui a 17 ans, d'accord. Donc, elle a 17 ans. Donc, elle vit avec sa mère. Oui. Donc, nous sommes divorcés depuis 4 ans. Et voilà, donc, moi, j'ai un gros problème de communication avec ma fille. On se parle pratiquement pas et actuellement elle est en centre d'amaigrissement dans le sud de la France et comme j'expliquais à votre collaborateur Paul, très sympa, un soir elle m'a dit parce qu'elle est suivie par une psychologue dans ce centre, oui. Et un soir elle me dit papa, mon problème c'est toi. Ah bon? Ben, c'est pas mal ça. Ça veut dire quoi ça? Oui. Il dit écoute, si je suis devenu obèse et si je travaille pas à l'école, c'est parce que tu m'aimes pas. Je dis écoute Marjorie, excusez-moi. C'est un peu compliqué. Là j'aimerais savoir pourquoi tu me dis ça. Donc elle me dit c'est laisser grossir suite au divorce et tout. Bon, elle a un problème d'obésité, vraiment elle a un problème d'obésité. Elle fait 1m60, elle fait 115 kilos. Oui, d'accord. D'accord, donc elle a commencé à prendre du poids à quel moment? Au moment de la séparation? Elle a toujours été un peu costaud, mais elle s'est vraiment laissée aller à partir de la séparation, à partir du moment où il y a eu le divorce, comme si elle nous faisait payer un peu à moi et à mon ex-femme ce problème. Voilà, elle s'est laissée aller, arrêter l'école, elle était malheureuse surtout, avant de vous faire payer quelque chose, c'est qu'elle était mal aussi. Ou elle devait être mal, je pense. Oui. Je pense. Donc, suite à ce qu'elle m'a raconté, le lendemain, j'ai appelé la psychologue donc, du centre et je lui ai dit, je me suis présenté, je lui ai dit, voilà, j'aimerais pouvoir vous m'expliquer. Vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais rencontré. On ne s'est jamais parlé ni au téléphone, ni lors de réunions d'acceptation pour le dossier de ma fille. Et ma fille me dit que vous auriez dit que son problème c'était moi. Et là la psychologue elle m'a fait comprendre que ma fille avait apparemment elle disait un manque de comment dire qu'elle voyait pas assez son père. Bon, très bien. Donc elle s'est fait suivre tout ça pour ça. Et ma fille je l'ai pas vue depuis le mois d'août. La dernière fois que je l'ai vue c'est au mois d'août. Et pendant les vacances, elle était venue. Elle était venue avec vous pour les vacances. 3 jours. Et pourquoi? Parce qu'elle veut pas venir plus. Elle veut pas venir plus. Elle a ses copains, ses copines. Quand elle est avec moi, elle s'ennuie. Après, j'ai 54 ans. C'est pas évident, d'être. Je fais pas de la PlayStation, moi. Je fais pas de la PlayStation. Oui, évidemment. Donc voilà. Et j'avais besoin. J'ai écouté votre émission hier et je voulais savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut attendre qu'elle ait passé sa crise d'adolescence? Ou est-ce qu'il faut essayer de discuter avec elle en lui demandant qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle rejette toute ma famille. Quelle que soit ma famille, elle tout rejette le monde ma famille. du côté paternel? D'accord. Ah ouais, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'au moment du divorce, ça a été très conflictuel. Elle voit plus ses grands-parents, par exemple. Je sais pas si. Non. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Oui, mais quand elle était petite, elle les voyait ou? Oui, elle les voyait. Il n'y a pas eu de moment où, après la séparation, vous ne vous êtes plus vus? Si, parce que après, si vous voyez, pendant toute la période de la séparation, mon ex-femme mettait au courant systématiquement ma fille chaque fois qu'il se passait des choses. Donc elle était au courant de tout ce qui se passait, en bien ou en mal.
Elle était au courant. Elle avait 4 ans à ce moment-là, votre fille elle avait pas 4 ans. Non, il y a 4 ans. Donc elle avait 12 ans. Ah oui, d'accord, il y a 4 ans, pardon. D'accord. Voilà, il y a 4 ans. Donc elle la tenait au courant de tout, c'est-à-dire qu'elle se confiait beaucoup à elle et finalement, évidemment, vous deveniez un peu le mauvais objet. Je suis devenu le vilain petit canard. Et votre famille avec Et ma famille avec, parce que ma famille. Mais elle avait créé des liens pourtant avec votre famille, ses grands-parents avec sa tante. Avec sa tante, elle avait sa tante, comme elle dit, sa tata d'amour. Mais même sa tata d'amour à l'heure actuelle, c'est compliqué parce que même elle, c'est ma sœur, c'est ma sœur. Oui. Et vraiment, c'est devenu très compliqué, même avec elle. Même ma sœur me dit, je ne sais plus comment faire avec ma fille, parce qu'elle est ingérable. Elle est ingérable. Mais pourquoi elle est ingérable? Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle est ingérable elle est très compliquée. Elle est très compliquée à vivre. Oui, elle est très compliquée à vivre. Je sais pas comment vous expliquer. C'est vachement. C'est pas évident à expliquer. Pour des anecdotes. Non, mais pourquoi elle est ingérable avec sa tante, par exemple? Bon, avec vous encore, mais sa tante, elle la voit pas. Je sais pas. Est-ce que votre sœur continue à l'appeler? Oui, mais il faut aller les chercher, hein, les ados. Il faut pas laisser. Il faut aller les chercher. Il faut envoyer des messages. Il faut montrer qu'on pense à elle. En tout cas, par rapport à vous, quand vous dites vous ne savez pas quoi faire, qu'est-ce que vous m'avez dit? Je ne sais pas. Vous éloigner. Est-ce qu'il faut vraiment que je discute avec elle? C'est-à-dire que discuter avec elle, c'est carrément, en quelque sorte, c'est lui rentrer dans l'art. Hein. Non. Voilà, mais non, il faut me dire ce qui ne va pas. Pas du tout. Non. Il faut de la présence. La diplomatie, non, ma fille, hein. Pascal, il faut de la présence. Oui. Votre fille, elle a besoin de vous, elle a besoin de présence. C'est ce qu'elle vous dit au fond. Ouais, mais vous avez bien fait d'appeler sa psy, mais si. Elle a besoin de sentir que vous l'aimez, qu'elle compte pour vous. Et ça, elle le sait. Hein. Peut-être pas assez. Ça ne veut pas dire que... Non. Il y a quelque chose à travers... peut-être d'ailleurs ces problèmes de poids, à travers quelque chose... Et qui n'est pas lié qu'à vous. C'est-à-dire, c'est de fait, après le divorce, c'est sa mère qui en a obtenu la garde, qui l'a mise dans une position compliquée, finalement un peu de confidente, où à la limite, elle était trop au cœur de tout ce qui se passait. Or, l'enfant, à ce moment-là, il faut essayer de le préserver au maximum. Et comme mon avocate me l'a dit, elle m'a dit, votre ex-femme a fait n'importe quoi pendant toute la période de procédure du divorce, elle a fait n'importe quoi. Peut-être, je ne sais pas ce qu'il en est. Oui, mais en tout cas, le problème, c'est qu'aujourd'hui, votre fille, elle va pas très bien. Ça ne veut pas dire que les choses peuvent ne pas s'arranger, hein, mais... Mais en tout cas, c'est pas rien d'être dans ce centre où elle a pris beaucoup de poids, derrière ça... Il ne s'agit pas forcément de s'expliquer à tout prix et de débattre et de polémiquer. Elle a besoin d'attention. Et justement, peut-être qu'il y a eu trop de débats autour d'elle, ou trop d'enjeux, ou peut-être que finalement l'enfant prend pour argent comptant... au moment où il y a une séparation entre ses parents et où il sent le rejet des parents l'un envers l'autre, l'enfant peut le prendre à son compte. Il peut aussi, lui, se sentir délaissé. Je pense que son problème de poids et son problème d'école est un peu dû à ça, parce que après, quand il y a eu la séparation, elle est partie vivre avec sa mère. Oui. Sa mère, moi, je la voyais pas très très souvent, malgré que j'ai la garde tous les 15 jours et la moitié des vacances. Je peux pas obliger ma fille à venir tous les 15 jours. Tu viens chez ton père. Je me voyais mal obliger ma fille à lui dire mais non, tu viens chez moi, c'est la loi oui. Tu respectes la loi. Je suis d'accord avec vous, c'est pas une question de loi uniquement, c'est-à-dire c'est montrer, dire moi j'aimerais te voir, j'ai besoin de savoir ce que tu deviens, comment ça va et de passer du temps avec toi, mais pas effectivement le discours c'est la loi qui exige que tu viennes. Je vais vous donner un exemple. On fait de la plongée sous-marine tous les deux. Ah oui, c'est bien ça. On fait de la plongée sous-marine tous les deux. Oui. C'est elle qui m'a initié à ça.
j'envisageais d'aller la voir dans son centre, à côté de la mer, et je voulais lui faire la surprise d'aller faire de la plongée. Donc, j'ai demandé à mon ex-femme qu'elle valide sa visite médicale. Oui. Donc, ce qui a été fait, elle lui a dit que j'allais aller faire j'allais aller venir la voir pour faire de la plongée. Oui, elle a gâché la surprise. Elle a gâché la surprise. Ouais. Ma fille, elle m'a envoyé un devis pour aller faire un truc en catamaran. Un truc à 500 € par personne. Je lui dis, Marjorie, excusez-moi. Non. Je lui dis, je peux pas, c'est pas possible. Je peux pas m'amuser à venir faire ce voyage. Non, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'accéder à ça. Attendez. Pour vous donner, pour vous donner des exemples un peu comme ça. Bon. Cela dit, l'important, votre idée était excellente. Allez la voir, là où elle se trouve, et passer du temps avec elle. Mais après, ne rentrez pas dans ces démarches d'argent, c'est vous qui décidez au final. L'important, c'est que vous passiez du temps avec elle. Bon, si la plongée est quelque chose qui vous réunit, pourquoi pas? Mais vous avez raison, bien sûr qu'il faut un certificat médical, parce que peut-être dans son état, c'est pas forcément recommandé. Bon, il faut l'avis d'un médecin. C'est obligatoire. Mais l'important, c'est que vous alliez la voir. Parce que, je vais vous dire, même si elle se montre dans un premier temps, même un peu agressive, ou qu'elle vous envoie des pics, au fond, elle est contente. Elle a besoin que vous vous intéressiez à elle. Je pense que mon amie Carole qui est avec moi maintenant, elle me provoque. C'est comme si c'était un peu de la provocation. Oui, bien sûr. Mais bon, après c'est difficile parce que c'est une fille unique et j'ai pas envie d'avoir. Ah, je vous perds là. Je vous ai plus en ligne. Pascal 1, 2. Pascal, vous êtes là? Non, ça a coupé. Alors Pascal était sur la route, il s'était arrêté, mais j'ai l'impression que ça passe plus, son téléphone. Allez, on va passer un petit peu de musique, on va essayer de le retrouver, j'espère. Pascal, vous êtes avec nous? Oui. Bon, on vous a retrouvé, parfait. Alors dites-moi... Vous disiez à un moment en parlant de votre fille, peut-être qu'au fond elle nous fait payer le divorce, elle nous fait payer quelque chose à sa mère et à vous-même. Dans les faits, objectivement, vous dites d'ailleurs, il semblerait qu'elle ait commencé à prendre beaucoup de poids à ce moment-là. C'est à elle-même qu'elle fait payer beaucoup de choses. Parce que c'est pas rien au moment de l'adolescence comme ça, de se mettre à accumuler beaucoup de kilos en trop, de subir certainement pas mal les moqueries des autres, à un moment où l'apparence compte beaucoup, peut-être du rejet, de se retrouver du coup. Et c'est bien, mais dans ce centre d'amaigrissement, mais pour une prise en charge, il y a quelque chose qu'elle n'a pas pu exprimer à ce moment-là, qui s'est traduit, qui s'est répercuté à travers ce symptôme-là, peut-être. Donc, je ne crois pas que c'est quelque chose de volontaire qu'elle a mis en place par rapport à vous ou à sa mère. C'est plutôt un mal-être qu'elle n'a pas pu exprimer. Et moi, ce que j'entends je trouve bien qu'elle puisse vous dire, et ça montre qu'elle a une relation de confiance aussi, malgré tout, avec vous. C'est bien qu'elle ait pu vous dire là, mon problème c'est toi, même si elle dit ma psy me dit. C'est peut-être plus facile de, faire parler sa psy qu'elle. Mais elle a pu vous le dire. Elle a pu vous dire. Et ça montre derrière ça, alors c'est toujours difficile de s'entendre dire ça en tant que parent, mais ça montre à quel point elle est en attente. Elle est en demande par rapport à vous. Si elle est en demande, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si elle est en demande, ok, mais qu'elle me dise ce qu'elle attend de moi. Je pense beaucoup de présence. C'est pas en me disant mon problème c'est toi que je vais changer ma façon de faire. Non mais le problème, Pascal, parce que là vous vous sentez terriblement remis en question. Comme si tous les problèmes de votre fille étaient liés à vous. Bien sûr que ce n'est pas le cas. Mais que depuis la séparation, en l'occurrence, je ne sais pas le lien, apparemment vous étiez très proche quand vous viviez avec sa mère. Vous étiez proche de votre fille. Oui, on faisait de la moto ensemble, on faisait plein de choses ensemble. Et puis c'est elle qui a commencé la plongée, c'est moi qui continuais. Donc je lui ai proposé, je lui ai dit écoute,
tu es à côté de la maison, il y a un club là-bas, je te paye l'inscription. Et tu vas faire ah non, je veux pas, et tout. Alors du coup, maintenant, on n'en fait que Elle a peut-être plus trop envie en ce moment du fait de son problème d'obésité aussi. Enfin, vous voyez, ouais, c'est peut-être un peu compliqué. C'est pas grave, ça. Hein. Non, vous pouvez faire autre chose ensemble. On pourrait faire autre chose. Non, mais vous pouvez, ce que j'entends, vous pouvez faire de la moto, vous étiez très proche, vous faisiez beaucoup de choses avec elle. Et forcément, au moment de la séparation, vous étiez moins là. Plus rien. De fait. Bah oui. Oui, vous faisiez plus rien. Voilà. Et votre fille, déjà, la séparation, ça n'a pas été facile, et vous lui avez manqué. C'est comme ça. Il ne s'agit pas de vous accabler, de vous reprocher quoi que ce soit. C'est comme ça. Mais ce qu'elle vous dit à travers ça, c'est à quel point vous lui manquez. Et donc, c'est pour ça, quand vous me dites, est-ce qu'il faut discuter, lui rentrer dans l'art ou... Non. Elle a avant tout besoin d'attention, de présence, et à travers ça, de sentir à quel point elle compte toujours pour vous. Et peut-être que si vous voulez, au moment où, puisqu'elle vivait avec sa mère, et vous me dites que sa mère lui racontait tout ce qui se passait dans la procédure, dans ce qui est polémique après. Complètement. Elle a pu, à un moment, elle était devenant la confidente de sa mère, elle a pu complètement s'identifier à elle et plus faire la part des choses entre ce qui relevait de sa mère et ce qui relevait d'elle. C'est sa mère que vous avez quittée, c'est pas elle. Exactement. Mais pour un enfant, c'est pas simple. Oui, mais pour un enfant, c'est pas simple parce que à un moment, sa mère, peut-être involontairement d'ailleurs, mais souffrant elle-même de la séparation, ou on peut avoir des paroles ou laisser entendre que, tu vois, il est parti, il nous laisse. Mais c'est même pas le cas. C'est même pas dans ce sens-là que ça s'est passé. C'est elle qui a demandé, c'est elle qui est partie. C'est pas moi. Moi non. Si vous aimez mieux, c'est pas moi qui ai demandé le divorce. C'est elle qui a demandé le divorce. Donc, étant donné que moi je me laissais pas faire, je pense qu'elle a dû se servir plus ou moins inconsciemment de ma fille pour pouvoir dire, voilà, tu veux pas te laisser faire, tiens, je te mets Marjorie sur le dos. Et la gamine, à l'âge de 12-13 ans, s'est dit, mon papa, c'est le vilain petit canard, il embête ma maman et tout. Et puis, de fil en aiguille, puis vu que moi, elle me reprochait des trucs, j'étais pas d'accord. Automatiquement, je me sortais il y avait un de vos éditeurs qui disait, je sortais de mes gonds. Au bout d'un moment, ça clash à chaque fois. Puis oui, donc vous êtes passé d'un lien très proche où tout d'un coup tout devenait un peu sujet à tension. Exactement, à polémique. En plus, à un âge où évidemment c'est aussi un peu compliqué entre un père et sa fille. C'est-à-dire autant il peut y avoir quand l'enfant est petit, une grande proximité, des câlins et autres. Au moment où l'enfant comme ça arrive à 12-13 ans, il y a une pudeur aussi qui s'installe dans les gestes, dans l'attention, dans la relation. Et à ce moment-là, vous étiez en pleine séparation et en pleine polémique avec sa mère. Bon. Et donc elle pouvait, est-ce qu'elle retenait à ce moment-là, comme vous d'ailleurs, c'est que tout devenait polémique, tout devenait dur et un peu âpre. Alors après, il ne s'agit pas de battre votre coulpe en permanence, parce que évidemment qu'il y a plusieurs facteurs à tout ça. Mais moi, j'entends dans mon problème, c'est toi. Ça veut dire à quel point vous comptez pour elle, à quel point elle a besoin de vous en fait, et à quel point vous lui manquez. Il n'y a pas besoin, vous voyez, de polémiquer, de discuter pendant des heures. C'est qu'au fond, derrière ça, il y a une demande immense. Et pas de discussion à n'en plus finir, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Elle a besoin d'être rassurée, certainement. Et pour une fille, et notamment par rapport pour accompagner la jeune femme qu'elle va être, le regard d'un père est très important. On parle toujours, vous savez, la féminité, ça se transmet pas uniquement par la mère. Le regard que le père porte sur sa fille, dans le fait qu'il la valorise, quoi qu'il en soit, y compris peut-être aujourd'hui où elle a ce corps qui l'encombre. Mais elle reste votre fille et vous l'aimez. Moi, quand celle qui a pris la décision de partir dans ce centre, je lui dis, il n'y a aucun problème. Oui, c'est bien. Non, moi je sais ce que c'est parce que je l'ai été, je suis un peu fort
et je l'ai été obèse. Oui. Donc, moi, j'étais dans d'autres centres à l'époque qui se situaient dans l'Ain. D'accord. Là, moi, il n'y avait absolument aucun problème quand elle m'a dit, je voudrais aller maigrir. Ah bah, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors là, vas-y, hein, oula. Oui, c'est bien. Au contraire, elle a une demande. Mais elle le sait, vous, que vous-même, à un moment, vous êtes allé dans un centre comme ça, que vous avez eu un peu un problème aussi de surpoids. Elle le sait, votre fille ou pas? Oui, elle le sait. Hein. Je n'aurais jamais dit ouvertement, mais je pense qu'elle a déjà dû en entendre parler. Peut-être que ça, vous savez, les adolescents, ils aiment bien quand on leur parle vrai aussi, quand les parents parfois leur parlent aussi de cette période-là qu'ils ont traversée eux-mêmes. Et peut-être que ça pourrait l'aider aussi, votre fille, de dire, puisque vous êtes confiant, et vous avez raison, c'est pas parce qu'elle a ce problème-là à 17 ans qu'elle aura ce problème toute sa vie, et simplement, là-bas, elle commence aussi à pouvoir exprimer des choses. D'ailleurs, le fait même qu'elle vous parle au téléphone, moi je trouve ça très constructif. Elle aurait pu être dans une opposition ou tourner autour du pot. Non, elle vous dit très clairement les choses. Elle vous dit à quel point elle a besoin de vous, finalement. Et c'est peut-être, vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place, où elle arrive à dire les choses. Ben là, elle va revenir, elle a fini son stage de 3 mois, parce que maintenant c'est 3 mois. Là, elle va revenir début décembre. Je vais essayer là, il va y avoir les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, ça, j'ai pas envie de passer les fêtes de Noël à être obligé de me disputer avec elle. Pas du tout. Mais il faut plus vous disputer. Hein. Vous savez, je reçois un message qui dit l'important c'est la présence, quoi. L'écouter, être présent pour elle, c'est ça l'important, c'est de l'entendre et pas savoir à qui revient la faute. C'est-à-dire que vous n'allez pas recommencer à polémiquer, ça serait la remettre dans ce qu'elle a vécu au moment de la séparation, et où finalement, si elle est du côté de sa mère, elle est contre vous, si elle est avec vous, elle est contre sa mère. C'est infernal, ça. Donc, il faut en sortir de ça. Ce qui compte, c'est que aujourd'hui, vous êtes séparés, vous avez une nouvelle compagne, votre ex-femme, semble-t-il, elle a un peu, je suis d'accord, elle a dévoilé la surprise, mais au final, elle s'était pas opposée à cette demande. Elle cherche moins à vous mettre des bâtons dans les roues. Elle avait fait faire cette visite médicale, donc c'est plutôt bon signe, ça. Les choses s'arrangent, on va dire. Donc, il s'agit plus de savoir, de se dire, même de lui demander pourquoi tu dis que je t'aime pas et repartir dans une discussion, parce que les ados, ils sont pas forcément très à l'aise avec les mots et ils ont avant tout besoin d'attention. Et d'autant plus qu'ils sont pas toujours forcément agréables à cette période-là et qu'elle peut même être dans l'agressivité un peu avec vous. Mais il n'empêche que c'est vous l'adulte. C'est souvent l'agressivité. Ben oui. C'est souvent l'agressivité. Oui, mais ça part vite en live. Hein. Oui, puis vous m'avez l'air aussi, comme vous dites, vous êtes un peu, c'est pareil, très réactif, très un peu sanguin. Donc. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, c'est votre personnalité, elle vous connaît, mais je pense qu'il faut plutôt essayer de prendre un peu sur vous, parce que derrière ça, il y a beaucoup de demandes. Moi, je trouve finalement qu'il y a un tournant, j'ai l'impression qu'il y a un tournant dans votre relation, et je trouve très bien qu'elle ait pu vous dire ces mots-là. Alors évidemment, sur le moment, vous les avez pris un peu en plein cœur ou dans le ventre. C'est un uppercut que vous avez pris. Oui, mais j'entends ça. Mais dans les faits, on entend autre chose. C'est à quel point elle a besoin de vous. Parce que sinon, ça lui ferait pas mal. Là, moi, je me fais suivre par une psy parce que on se remet en question pour beaucoup de choses. Hein, oui. Et donc là, j'y étais samedi. Je lui ai donné une idée à ma psy parce qu'elle était déjà suivie par une psy là où à côté de là où on habite, où j'habite. Oui. Je lui dis à ma psy, je lui dis, essaie d'appeler la psy de ma fille pour voir un peu comment elle perçoit la situation et pour qu'on puisse travailler correctement. C'est-à-dire qu'entre deux psys, même si elle a le secret professionnel... vous demandez l'aide d'une coalition entre psys pour essayer. Exactement, oui, mais si on veut avancer, avancer pour pouvoir trouver la solution, il faut que les psys parlent entre eux. Après, je dis pas qu'ils doivent tous dire. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit, votre psy? Parce que... Elle m'a dit que c'est une bonne idée, je vais y réfléchir. D'accord. Donc, pourquoi pas? Vous avez envie que ça avance, que les choses avec votre fille, que votre fille aille mieux. Je pense que puisque il faut, et vous avez raison d'être confiant, puisque vous aviez une très bonne relation avec elle. Vous étiez très complice. Vous savez,
Caroline, moi, ce que je veux avec ma fille, je veux qu'elle vive son adolescence comme tous les adolescents. C'est-à-dire qu'elle ne se prenne pas la tête, qu'elle se cherche un boulot, qu'elle travaille à l'école, qu'elle fasse sa vie. C'est tout ce que j'ai besoin. Oui, comme je disais à Paul, si moi, simple. ma carrière professionnelle, elle est plus derrière moi que devant moi maintenant. À 54 ans, il me reste 10 ans et je suis en retraite. Hein, donc, elle, par contre, elle est plus, Non, mais elle est plus devant elle que derrière elle. Pascal, elle a le temps encore un peu pour ça. Pour le moment, elle est dans... Non, mais attendez, là, elle est... Pour le moment, elle a pris une décision importante où elle en a assez d'être dans ce corps qui lui pèse, qui l'encombre, d'être dans ses difficultés. Elle est dans un centre où à la fois il va y avoir des mesures, elle est suivie par bien sûr des nutritionnistes, mais il y a aussi des psys, il y a beaucoup d'accompagnants. Elle va pouvoir partager avec d'autres jeunes. Donc déjà c'est bien, elle est pas dans, elle accepte d'être un peu de prendre les problèmes un peu un par un. Donc pour le moment, la priorité, c'est pas tant de trouver du boulot, elle a que 17 ans, calmer le jeu là-dessus. La priorité, c'est que elle a besoin d'être rassurée, votre fille. Et rassurée dans ce besoin, un adolescent a besoin de se sentir aimé, soutenu, reconnu. Et particulièrement, une jeune fille aussi, c'est important par son père. Donc et de partager du temps avec elle. Et vous pouvez lui dire, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, et c'est courageux de me parler comme ça. Et vous, de votre côté, dans la mesure où on voit bien que vous êtes quelqu'un qui, malgré votre tempérament fougueux, vous acceptez de vous remettre en question, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. L'adolescence, ça peut être un moment, un peu compliqué. Et vous pouvez lui en parler. Vous-même, vous avez eu ce problème-là. D'accord. C'est rassurant aussi, l'expérience des adultes sert. Voilà. Donc il faut rester confiant. Mais quand vous me disiez qu'est-ce qu'il faut faire, parler, lui rentrer dans l'arbre, non, être là pour elle, qu'elle sente que vous êtes là. Et vous l'avez toujours été, mais c'était devenu plus polémique. Donc quand vous sentez que c'est un peu plus agressif et autres, calmez le jeu. Et en disant, écoute, arrête, tu sais que je suis là et que je serai toujours là pour toi, et à quel point tu comptes. D'accord. Donc, voyez, et je pense que cette complicité, vous pouvez la retrouver aussi, plutôt qu'en la faisant parler, en lui parlant un peu de vous, en disant, je comprends ce que tu peux traverser, je suis moi-même passée par là, et regarde, ça va aller mieux, tu vas aller mieux. Ça a été une période un peu compliquée, peut-être qu'on l'a pas suffisamment mesurée, ta maman et moi. Voyez ? D'accord. Quelque chose comme ça. Donc, n'oubliez pas que dans cette réalité-là, c'est vous l'adulte. Je sais pas ce qu'en dit votre psy, mais elle a vraiment besoin surtout d'être rassurée. Donc je vous tiendrai au courant, Caroline. Avec plaisir. Je vous dirai un peu. C'est ce qu'on en parlait avec ma psy. On parlait sur ce sujet, mais bon, c'est pas évident quand on rentre dans un conflit, dans des discussions conflictuelles. C'est pas évident parce que. Mais parce que elle a pu se sentir. Oui. Moi, je me laisse pas faire. Elle ne se laisse pas faire. Oui, mais parce que vous vous sentez trop remis en question. Comme si à chaque fois, c'était dans ses attaques, elle remettait en question tout ce que vous avez fait, votre rôle. Et à travers ça, il y a en fait une demande derrière ces... D'accord. Il y a une demande et en fait besoin d'être rassurée, de savoir à quel point elle compte. Et que peut-être vous pouvez lui dire, on n'a pas suffisamment mesuré, ta mère et moi, à quel point ça a été compliqué aussi pour toi, cette séparation. Et qu'elle a pu souffrir de votre absence, même si vous êtes resté présent. Mais... à ce moment-là, vous n'étiez plus dans son quotidien et elle a pu en souffrir beaucoup. Surtout que vous étiez très complice. Après, c'est vrai qu'on était très complices. J'avais un métier qui était aussi un peu compliqué parce que je suis dans le transport routier, donc je partais à la semaine. C'est tout un tas de facteurs qui sont entrés en jeu après le divorce, qui n'ont pas aidé la situation. Aussi, hein. Mais ça, vous pouvez lui dire. Et dire que c'est pas que subitement, c'est pas parce que vous avez une nouvelle compagne dans votre vie que votre fille, elle compte plus. Bien sûr elle reste essentielle. Et parfois, c'est aussi mieux en le disant et à travers ce que vous prévoyez de faire, d'aller la voir. Et c'est pas un problème si vous faites pas cette balade en catamaran à 500 €. Vous pouvez passer un moment très agréable avec elle en partageant, en vous baladant, en l'amenant faire une balade, en faisant un tout petit tour de moto. L'important, c'est que vous soyez présent. Voilà. Et vous savez, rien ne remplace la présence. Très bien. Bon, bonne chance alors, Pascal. Et à bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir. Au revoir, Pascal. Au revoir, merci beaucoup. Bonne route, bonne nuit. Au revoir. Sur Europe
Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Le témoignage de Pascal vous fait beaucoup réagir, hein, Pascal qui se demandait un peu quelle attitude avoir vis-à-vis de sa fille qui a 17 ans et qui l'interpelle très fort. Beaucoup disent, alors c'est une maman, je crois, c'est Maryse qui dit j'ai eu ce problème-là à un moment donné avec ma fille qui elle a souffert d'anorexie. Elle avait surtout besoin d'attention et d'écoute. Maintenant ça va bien. Elle a 32 ans et a 3 filles. Heureusement que les problèmes à l'adolescence ne préjugent en rien de l'avenir. Vous avez raison de le rappeler, Maryse. Il y a Yves qui dit mais moi je suis papa d'un garçon de 13 ans assez provocateur, pénible parfois. Il dit mais l'important c'est de passer des moments ensemble avant tout. Monica, elle dit je trouve pas votre relation aussi dramatique que ça. Si vous mettez un peu d'eau dans votre vin, un peu de légèreté et de complicité, je suis sûre que tout ira bien, dit Monica. Margaret va dans le même sens, elle dit et quand vos relations iront mieux, quand vous nous rappellerez, comme dit Linda Lemay, elle dira qui c'est le plus fort, c'est mon père. Il y a également aussi des messages comme ça pour vous dire qu'il n'y a pas de raison, vous de votre côté, on vous sent prêt à vous remettre en question. Votre fille est dans une démarche aussi où elle accepte comme ça une prise en charge, où elle vous dit les choses. Donc vous avez toutes les raisons d'être confiant, mon cher Pascal. Bonsoir Laetitia. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous résume tout de suite la situation. Oui, volontiers. D'accord. Donc en fait, je vous appelle parce que je suis actuellement en couple avec une femme. Donc elle s'est séparée de son ex-compagne il y a 3 ans. Ouais, ça va faire 4 ans même. Et en fait, elles ont eu un enfant ensemble, donc qui avait 1 an et demi au moment de la séparation. Et alors attendez, elles ont eu un enfant ensemble, mais qui avait 1 an et demi, je comprends pas. Oui, en fait, elles se sont séparées en janvier 2015. Et l'enfant avait 1 an et demi à ce moment-là. Oh là là, toute petite, oui. Voilà. Donc c'est ma femme qui l'avait porté. Donc à la séparation, son ex-compagne l'a mal pris. Elle a tout de suite eu peur d'être séparée de la petite et tout ça. Donc pour le bien-être de la petite et amiablement, elles ont décidé qu'elles allaient faire une garde comme des parents séparés, donc un week-end sur 2, la moitié des vacances et puis 3 semaines en vacances d'été. Qui avait l'autorité parentale d'ailleurs c'est ma femme, parce que c'est elle qui l'a portée en fait. L'autre, oui, c'est un vrai problème. Donc dans ces couples-là, l'autre personne n'est sur un plan juridique rien, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça s'est fait, comme vous dites, à l'amiable, c'est-à-dire... Voilà, parce qu'elle a pensé à la petite, c'est ça. Elle a pensé à la petite, donc elle a dit, comme elle a connu qu'elle quand elles étaient ensemble, pour son bien-être, continuer à la voir et tout ça. Donc du coup, ça s'est passé comme ça, mais après, entre ma femme et son ex-compagne, par contre, il y avait beaucoup de tensions. Elle n'a pas accepté qu'elle parte, qu'elle se mette directement avec moi. Elle avait peur que je prenne sa place, que je remplace la petite, en fait. Pas la petite, mais sa place à elle. Oui, que je prenne sa place. Compliqué, ces histoires de place, oui, parce que là... C'est ça. Oui. Donc voilà, et donc en fait, au fur et à mesure que la petite allait passer des week-ends là-bas, elle lui parlait d'affaires de grands, en fait. Elle disait, oui... Laetitia, elle t'a pris à moi, elle vous a pris maman et toi à moi. Elle est pas gentille et de toute façon elle n'a rien pour toi. Elle n'a pas s'occupé de toi. En fait, ça c'est à longueur de temps. Elle lui répétait ça plusieurs fois. Elle m'a même insulté devant elle et sa mère. Ça allait pas du tout. Donc en avril de cette année, donc 2 ans après la séparation. Ma compagne, après une énième colère en allant la chercher le dimanche soir, elle faisait souvent des colères en fait pour rentrer à la maison, la petite. Et donc elle a décidé de l'amener chez un psychologue et qui, en parlant avec la petite, a découvert qu'elle avait
un conflit de loyauté. Et, Très surprenant, oui. C'est ça. Et au fur et à mesure des séances, elle s'est rendue compte que l'ex-compagne avait un effet néfaste sur elle, en fait. Parce qu'elle s'est bien rendue compte que comme elle vivait avec nous, elle voyait que tout se passait très bien. Oui. Et de l'autre côté, on lui disait que je ne devais pas m'occuper d'elle. Elle a quel âge aujourd'hui, d'ailleurs, l'enfant là elle a eu 4 ans. Elle a eu 4 ans, d'accord. C'est ça. Donc, voilà. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, du verdict de la psychologue, ma femme a décidé de plus lui laisser la petite, en fait, à son ex-compagne. Parce qu'elle lui montait la tête. Du jour au lendemain. En fait, elle a été prévenue plusieurs fois parce que c'était des conflits à longueur de temps. Elle a envoyé des messages 3 fois par jour pour demander des nouvelles. Dès qu'il y a un truc qui allait pas... en fait, elle ne supportait pas la séparation, vous dites-elle. C'est ça. C'est votre compagne qui est partie et qui n'a. Oui, elle ne supportait pas. Et puis d'autant plus que vous vous êtes rencontrés assez vite après, donc c'est ça le problème. Voilà. La séparation, elle l'a mal pris parce que elle s'en est pris physiquement à ma compagne, donc elle lui avait donné un coup de tête dans le nez, donc, le nez un peu fracturé, donc ça... Elle a porté plainte quand même là. Non, justement. Elle aurait dû. Enfin, franchement. Ouais, elle aurait dû, mais comme elle aime pas le conflit, elle voulait pas d'histoire. Oui, mais enfin là, c'est au-delà du conflit. On est dans la violence. C'est ça. En tout cas, le problème, c'est qu'elle aurait pu ne pas, vivre très douloureusement cette séparation, mais si elle prend à chaque fois à témoin l'enfant, c'est très problématique. Alors aujourd'hui, vous en êtes où finalement ? Alors, justement, avant qu'elle coupe tout contact, son ex-compagne a lancé une procédure d'assignation au tribunal pour récupérer, pour officialiser les choses en fait, et d'avoir un droit de visite et d'hébergement. D'accord. Donc là en fait c'est encore la procédure. Oui. Et sauf que la petite, quand elle a été chez sa grand-mère cet été, elle était avec son cousin et elle lui a dit j'aimerais appeler mes parents. Donc elle lui dit c'est qui tes parents ? Elle lui a dit c'est maman et Laetitia. Et en fait pour elle on est vraiment ses parents. C'est le couple le couple parental, c'est vous aujourd'hui. C'est ça. En fait elle a grandi avec nous en fait parce que depuis qu'elle a 1 an et demi, je suis là en fait, c'est moi qui m'occupe d'elle. Oui c'est ça. Elle était très très petite, elle était très petite et vous avez été donc les souvenirs avant, elle ne les a pas évidemment. C'est ça, parce que d'un côté on lui disait que je ne devais pas m'occuper d'elle, mais d'un autre côté elle voyait très bien que je m'occupais d'elle. Mais c'est vous qui étiez présente, c'est dans son quotidien, donc évidemment elle s'est attachée à vous. C'est ça, et elle me dit tout le temps qu'elle m'aime de tout son cœur et tout, et tout ce qui va avec. En fait. Et donc aujourd'hui, dans la partie adverse, en fait, dans le procès, en fait, ils ont récupéré des attestations en fait de proches. En disant que la petite la considérait l'ex-compagne comme sa mère. Oui, mais ça c'est normal. C'est-à-dire qu'il recherche toute forme. Dont je sais pas. Il va y avoir une audience devant un juge aux affaires familiales. En fait, justement, il y a eu une première audience à laquelle on n'a pas assisté parce que l'avocate m'a dit que pour l'instant on n'assistait pas aux audiences. D'accord. Mais par contre, ma compagne elle doit assister à une médiation. Dans 1 mois en fait. Et du coup moi j'aurais voulu savoir par rapport à ça si elle obtenait par exemple ce qu'elle veut, donc que la petite y retourne, parce qu'en fait ça fait 7 mois qu'elle y va plus. Oui, donc, c'est important 7 mois, c'est long dans la vie d'un enfant de 4 ans. Et surtout que... Elle la réclame de temps en temps elle évoque des souvenirs, mais c'est tout. Mais quand elle en parle... La dernière fois, elle l'a évoqué et je lui ai dit, pour voir ce qu'elle allait dire, je lui ai dit, mais tu te rappelles de cette personne, c'est qui et tout ça? Elle m'a dit, oui, c'est mon ancienne nounou. En fait, elle la considérait pas du tout comme son parent, en fait. Elle croyait que. Oui, c'était voir qu'elle. Je passais des vacances. D'accord, pour elle, aujourd'hui, elle en parle comme d'une nounou. Oui, parce que dans la tête de cette petite fille, c'est compliqué aussi. Tout. Mais pas tant que ça, finalement, cet été, à sa grand-mère, elle l'a dit, j'appelle mes parents, et les parents, c'est vous et votre compagne, sa maman et vous. D'accord, donc finalement, c'est assez simple, et l'autre dame était une nounou.
D'accord. Bon. C'est ça. Même à l'école, on est ses parents. Elle veut rester avec ses parents. Enfin, d'accord, voilà. d'accord. Bon. Elle dit je suis heureuse avec mes parents. Donc vous êtes une figure d'attachement très importante pour elle. Le couple parental, c'est vous et sa maman. C'est ça. Et en plus, elle va avoir un petit frère. Là, donc, Ah bon, d'accord. Donc, d'accord. Voilà. Il arrive quand, ce petit frère? Il arrive en mars. En mars, d'accord. Bon. Et comment elle réagit par rapport à ça? Elle est très contente. Hein. Ouais. Elle parle au ventre. D'accord. Elle est pressée qu'il arrive. Elle aime déjà très fort. Bon, d'accord. Donc voilà, et en fait, ce qui m'inquiète, c'est que l'ex-compagne, en fait, obtienne le droit de visite et d'hébergement, et qu'en fait, on retourne dans un cycle un peu infernal où elle se manifeste auprès d'elle en tant que parent, qu'elle lui redise que je suis rien. Enfin, après, ça va un peu la perturber. C'est-à-dire que, oui, c'est l'attitude était, parce qu'après tout, elle aurait pu continuer à maintenir un lien avec l'enfant, mais le problème, c'est que d'après ce que vous me dites, elle vivait tellement mal la séparation qu'elle s'est sentie disqualifiée, donc elle vous attaquait, vous, la nouvelle femme de... Oui, parce qu'en fait, ça s'est très bien passé. Et l'enfant, au milieu de tout ça, toute petite, ne comprend pas grand-chose, si ce n'est qu'aujourd'hui, elle a organisé assez clairement les choses, elle a son couple de parents, vous et votre compagne, sa maman. Vous attendez un bébé, un petit frère, donc dans sa tête, c'est assez clair. Maintenant, là, la conciliation, elle est devant avec le juge aux affaires familiales? Non, pas encore. Notre avocate, elle nous a dit que l'audience serait un mois plus tard à peu près. Alors la conciliation, elle est avec des médiateurs? Oui, avec un médiateur. Et qui sera présent alors, votre... l'ex-compagne et puis ma femme. Oui. C'est important parce qu'il pourra se dire des choses lors de cette conciliation. C'est ça. Quand même, de dire finalement quelle place prendre pour cet enfant qui a, dans sa tête, bien organisé les choses. Alors, évidemment, si vous dites qu'aujourd'hui, elle en parle comme de la nounou, c'est-à-dire quelqu'un qui compte quand même, il y a un attachement, mais qui est là que ponctuellement. C'est pas une figure d'attachement parental, quoi. Voilà, mais l'ex-compagne, en fait, ça c'est... On connaît son caractère et elle acceptera pas du tout. Enfin, elle dira non, quand elle était avec moi, elle a jamais dit ça. C'est moi qu'elle considère comme sa deuxième mère. Enfin, c'est un peu le genre... dès qu'on lui explique les choses, en fait, c'est sa version des faits qui compte, en fait. Donc, elle pense... Oui, mais là, la conciliation, on va essayer de... Parce que, au fond, qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous? Qu'elle n'ait plus aucun droit de... Ouais, voilà, nous on a demandé à ce qu'elle obtienne pas ce qu'elle a demandé, en fait. Bon, le problème, c'est que, de toute façon, d'un point de vue juridique, elle n'a pas d'existence. Si on va sur ce, elle n'a pas d'existence et donc elle a signé pour être reconnue en tant que ayant une place dans la vie de cet enfant, en tant que parent. Mais là, si vous voulez, alors après, c'est compliqué. Hein. Elle est complexe, votre situation, on l'entend bien. Et on sait aussi dans ces couples où l'enfant, c'est-à-dire que le compagnon n'a pas d'existence, ou la compagne n'a pas d'existence juridique, et en même temps, il se met en place une relation à l'enfant, parfois très proche. Enfin, on le voit, vous, ce bébé qui va naître, vous êtes évidemment très investi dans ce projet parental. Donc... c'est pour les magistrats, c'est vraiment des cas de figure assez complexes. Et là, je pense qu'ils peuvent faire appel aussi, d'où l'intérêt de la médiation ou des personnes extérieures, parfois pédopsies, travailleurs sociaux, voir un peu comment ça s'organise sur le plan de l'enfant, comment il s'y retrouve lui. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que la petite fille, elle s'y retrouve assez bien. Les enfants, finalement, ont des capacités d'adaptation étonnantes. Bon, elle a son couple parental, le petit frère qui arrive. Et cette dame, finalement, elle l'a vu peu, quoi. C'est-à-dire que très vite, dès 1 an et demi, vous avez été, vous, dans sa vie. Elle était toute petite et elle la voyait que ponctuellement. Tout ça, ça sera pris en compte aussi, je pense. Hein. Je ne suis pas magistrate, mais je pense. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il y avait un lien jusqu'à aujourd'hui, même à ses 4 ans, 5 ans ou au-delà, où, du coup, ça peut être douloureux pour un enfant d'être privé d'une figure d'attachement importante pour lui. Ouais, mais après, si on lui demande, la petite, elle serait pas contre y retourner parce que
Bah oui. Pour elle, elle avait tout ce qu'elle C'est avait. quelqu'un de gentil qu'elle aimait bien. Oui, parce qu'en fait, là-bas, elle faisait un peu ce qu'elle voulait. Elle avait ce qu'elle voulait, en fait. Mais le problème, votre compagne devra bien préciser à la médiation que il y a quand même eu. Alors, elle pourra parler même de cette histoire de violence, et au-delà de ça, dire que ce qui a posé problème et là où elle s'est interrogée sur la relation, c'est qu'en fait, elle vous disqualifiait en permanence parce qu'au fond, elle n'acceptait pas qu'elle ait refait sa vie. Et que du coup, elle prenait l'enfant à témoin. C'est ça qui est problématique. Parce qu'après tout, elle pourrait l'avoir si elle ne vous disqualifie pas. Peut-être qu'entre-temps, on peut espérer pour vous et pour la petite fille qu'elle ait évolué. Mais ça, vous ne saurez pas. Là, je peux difficilement vous en dire plus parce qu'il faut attendre... un petit peu ce qui va se dire à la médiation et à partant de là, le juge aux affaires familiales prendra sa décision. Vous pouvez demander aussi à la psy qui suit l'enfant, peut-être, un petit courrier, une petite lettre. Bah là, du coup, elle avait continué à la suivre une fois qu'elle est retournée. Attendez, là, on doit marquer une pause, ça va être le journal de minuit. D'accord. Je vous reprends après le journal. À tout de suite. D'accord, pas de problème. Il y avait une petite page de pub, mais je suis partie un peu trop tôt. Mais on va se reprendre, on va se parler, ma chère Laetitia, après le journal de minuit. 39-21, bien sûr, la ligne est ouverte jusqu'à 1h du matin. Donc n'hésitez pas à nous appeler si vous désirez me parler ou réagir à un témoignage. Allez, on laisse passer la pub, le journal, et on se retrouve dans quelques minutes. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Sur Europe 1 avec vos témoignages au 39-21. La ligne est ouverte jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez joindre Paul et Amandine à l'autre bout du fil. Et vous pouvez nous laisser des messages sur le répondeur de la libre antenne si vous n'arrivez pas à les avoir directement. 39-21, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous nous indiquez juste un numéro de téléphone où on peut vous rappeler. Ils feront tout leur possible pour le faire dans les prochains jours. Alors, on va retrouver Laetitia. Vous êtes là ? Oui, je suis là. Dites-moi Laetitia, je réfléchissais là pendant le journal à votre situation qui est complexe et qui en même temps concerne beaucoup de familles aujourd'hui. Oui. Et je me disais c'est un vrai imbroglio juridique parce que et là vous allez peut-être pouvoir me répondre, c'est-à-dire que qu'en est-il dans la question des couples homosexuels où il y a un enfant, celui qui n'est pas juridiquement le parent de l'enfant, c'est-à-dire là en l'occurrence vous par rapport à ce petit garçon qui va arriver, il y a un statut qui est créé, qui est mis en place ou pas? Qu'en est-il? Non, là on n'a rien. C'est en réflexion, c'est justement. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose parce que là aussi, il va falloir que la loi évolue par rapport à finalement à la société. C'est-à-dire que c'est des situations qu'on rencontre de plus en plus, et il y a un vide juridique au fond. Oui, nous, pour que j'ai des droits sur l'enfant, il va falloir qu'on se marie et que je l'adopte après. Ah voilà, d'accord, D'accord, donc vous envisagez de vous marier? Oui, c'est prévu. Et donc, vous adopteriez l'enfant? C'est ça. Oui, d'accord, c'est ce qui vous permettrait donc de pouvoir vous être vraiment reconnu et d'avoir également des droits et même une autorité parentale conjointe. Voilà, oui, c'est ça, voilà. D'accord, c'est dans ce cadre-là. Oui, je comprends mieux. Alors, donc, l'ex-compagne, elle n'était pas pacsée, pas mariée? Non, parce que ma femme n'a jamais voulu. D'accord. Elle n'a jamais voulu s'engager avec elle, en fait. D'accord. Oui, mais il y a pourtant eu un projet parental à un moment, avec cette petite fille qui a aujourd'hui 4 ans. C'est ça. En fait, à la base, ça devenait d'elle. En fait, quand elles se sont rencontrées, elle lui a dit de suite que ça faisait plusieurs années qu'elle cherchait à devenir mère, en fait.
et que c'était la condition pour laquelle ils devaient se mettre ensemble. Donc elle lui a dit d'accord, mais après son chemin pour l'insémination et tout ça, elle l'a presque fait toute seule en fait. Enfin, elle a presque Elle n'était pas présente à ce moment-là. Ouais. Mm. Oui, mais... Non, elle n'a pas spécialement. Oui, parce que j'allais dire, d'un autre côté, j'entends. Alors, parce que je me disais, c'est finalement, ça peut être aussi un peu anxiogène pour vous, si ce n'est que vous, prévoyez là de vous marier, d'adopter ce petit garçon. Donc comme ça, là, vous faites en sorte qu'il y ait de ne pas être exclu, comme ça peut se retrouver sur le plan juridique. Mais je me dis, pour cette femme là, l'ex-compagne, c'est difficile aussi. Cela dit, c'est-à-dire qu'à un moment, cette petite fille, elle a investi, c'est compliqué aussi du jour au lendemain d'être, même si elle n'a pas eu l'attitude adéquate, on est bien d'accord vis-à-vis de l'enfant, mais d'être, on voit bien qu'il y a un attachement, sinon elle n'aurait pas fait cette démarche sur le plan juridique. Alors après, moi je peux pas vous répondre, je ne sais pas d'ailleurs par rapport aux questions que vous vous posez, puisque c'est la justice qui va trancher. Mais je peux me tromper, j'ai envie de dire que dans ces cas-là, c'est un casse-tête aussi évidemment pour les magistrats, et qu'ils ont quand même en tête l'intérêt de l'enfant, je pense. Et qu'évidemment on tient compte aussi... dans ces cas-là, de ce que la personne représente, si elle est une figure d'attachement ou pas pour l'enfant. Parce que priver l'enfant d'une figure d'attachement, ça serait lui faire du mal, importante pour lui. Et ce qui est rassurant, je trouve, dans cette situation, c'est qu'on voit à quel point les enfants, finalement, peuvent simplifier les problèmes qui nous paraissent à nous, adultes, extrêmement complexes. Quand vous dites que cet été, en vacances chez sa grand-mère, la petite fille dit, je veux appeler mes parents. La grand-mère qui dit, c'est qui? Et qui dit, c'est Laetitia et maman. Donc pour elle, les choses sont bien en place. Maintenant, je pense que ce qui va quand même jouer aussi, c'est la nature du lien, la durée du lien, parce que c'est quand même à prendre en considération. C'est vrai qu'au fond, elle n'a été présente dans la vie de cette petite fille que jusqu'à ses 1 an et demi, après de façon plus discontinue, et que ça, c'est à prendre en considération. Ça crée pas une rupture comme si, je sais pas, elle avait été dans sa vie jusqu'à aujourd'hui et même plus tard. Voyez ? Oui, mais justement, moi, ma question, en fait, c'était pas spécialement juridique, c'était par rapport au psychologique de la petite, en fait. Après, si elle était amenée à la revoir et que, du coup, elle s'est bien cadrée dans sa tête, donc si on nous propose d'y retourner, elle sera pas contre parce qu'elle était pas mal non plus. Enfin, oui, c'est ça, elle était pas... Ces 3 ans, elle se rendait pas compte non plus de l'effet des paroles qu'avait l'ex-compagne. Mais du coup, je me demandais quel effet ça aurait sur elle si, du coup, elle avait un double discours, en fait. Si elle retournait là-bas, on allait lui reparler des choses anciennes, que son ex-compagne, elle allait lui dire que sa place, que c'était pas moi son parent, que c'était elle. Oui, mais si ce n'est qu'entre-temps, la petite a grandi. Et qu'elle peut pas, autant à un tout petit, on peut lui raconter des choses comme ça, mais autant aujourd'hui, cette petite, elle vous a investi. Elle vous a investi parce que vous êtes très investi auprès d'elle et que vous partagez le quotidien de sa maman, que vous l'amenez à l'école, enfin, vous participez à tout son quotidien. Donc vous êtes devenue une figure d'attachement aussi importante pour elle. C'est ça, mais je pense que ça va quand même la perturber si d'un côté, elle pense que ses parents c'est ici et que de l'autre côté, on lui dit non, mais... Je suis son mais parent, à ce moment-là, vous verrez bien ce qu'il en est. C'est-à-dire que, évidemment, ça serait préjudiciable que cette femme continue à dire... vous savez, c'est un peu, je pense, à la situation dans les familles recomposées, au fond, dans les couples hétéros, où un parent n'accepte pas le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne et se présente, enfin, le disqualifie en permanence. Et ce faisant, disqualifie l'autre parent. Donc les enfants, oui, je vous dis pas que c'est simple. Et je pense que là, après, il faut s'adapter des réponses, leur faire des réponses qui sont adaptées à leur âge. C'est-à-dire que de celle qu'elle vit comme étant une nounou parce qu'elle la voyait peu, mais quelqu'un qui quand même était présente, on peut lui dire aussi que c'était la première amoureuse de sa maman. Et puis qu'elle a été un peu triste de sa séparation. Voilà, les choses peuvent s'expliquer aussi. Sa mère, elle lui explique tout à la petite, en fait. Bon. Mais c'est que de l'autre côté, oui, mais alors ça, vous pour la victime.
Elle essaie de faire prendre la petite son parti, en fait. Oui, mais j'entends bien. Mais ça, d'abord, vous ne, peut-être que le problème ne se posera pas parce que il se peut que la justice dise, après tout, la présence dans la vie de cet enfant a été trop courte pour que vous puissiez, et qu'il n'y a aucun cadre juridique qui vous permette de demander des droits sur cet enfant. Et dans ce cas-là, la question serait réglée. En cas contraire, à ce moment-là, ça mériterait peut-être d'être un peu reclarifié. Et si ça vous paraissait compliqué pour vous et la maman de cette petite fille, à ce moment-là, vous pouvez revoir le pédopsie et en parler un peu, pour comment lui présenter les choses. Je pense que de toute façon, si elle y retourne, on sera obligé de retourner consulter quelqu'un. Oui, je pense, pour expliquer la situation. C'est ça. Non, mais parce que cette petite fille, là, ce qui peut être compliqué, c'est qu'il y ait une cohorte de personnes qui la réclament, qui se disputent autour d'elle et où elles finissent par ne plus s'y retrouver. Alors que pour le moment, dans son esprit, c'est assez clair, somme toute. C'est même très clair. Bon, alors il sera toujours temps de voir, j'entends votre appréhension, mais je ne peux pas y répondre puisque c'est un peu présumé par avance d'une décision de justice qui ne nous appartient pas, ni à vous, ni à moi. Ou je pense quand même que dans ces situations complexes, je vous le redis, je peux me tromper, qui tiennent compte quand même de la qualité du lien instauré avec l'enfant, de la durée aussi, ça compte. C'est pas la même chose, je vous dis, si elle avait passé plusieurs années auprès de cet enfant. Là, c'est vraiment dans la toute petite enfance. Oui, mais elle a continué à la voir quand même un week-end sur 2 et la moitié des vacances, en fait, ça peut jouer en sa faveur. Oui, mais parce que c'était fait à l'amiable et qu'à ce moment-là, votre compagne était d'accord. Et qu'entre-temps, compte tenu de ce qui se passait et du fait que, en fait, elle n'acceptait pas du tout cette séparation et qu'elle prenait l'enfant à témoin, la maman de l'enfant a considéré que ça faisait plus de mal que de bien à l'enfant. Ça peut être dit, ça aussi. Voyez ? C'est ça, c'est exactement ce que je lui ai dit, en fait. Parce que moi, je n'y serais pas à la médiation, mais c'est ce que je lui ai dit de faire ressortir. Il faut qu'elle parle le plus sincèrement possible, parce qu'effectivement, on risque de lui demander pourquoi au départ il y a eu un accord à l'amiable, où vous acceptiez finalement que votre ex-compagne continue à être présente dans la vie de votre petite fille, et pourquoi du jour au lendemain il y a eu rupture, ce qui justifie d'ailleurs la demande, le fait qu'elle ait saisi la justice. Et il faut pouvoir y répondre, j'ai envie de dire le plus sincèrement possible, en disant qu'entre-temps leur lien s'était vraiment envenimé. C'est dommage qu'elle n'ait pas fait un certificat médical au moment où elle était victime de violence, mais elle peut quand même en parler, et en disant que surtout à partir du moment où elle vous a rencontré, le ressentiment a été très grand. Elle aurait pu le garder pour elle, mais malheureusement, à ce moment-là, l'enfant était pris à témoin. On sait que c'est toujours préjudiciable pour un enfant. Il faut qu'elle dise la vérité, en fait. Ce qu'il en est. De toute façon, elle a des preuves, parce que tout... Vu qu'elle se parlait par écrit toute la semaine en attendant les week-ends, tout est par écrit. Il y a des publications Facebook où on est insulté et tout. Donc, Mais quant au certificat fait, vous savez, ça se fait même dans les procédures de divorce et autres, les magistrats, franchement, n'en tiennent pas vraiment compte. Hein. Ils savent que c'est sujet à caution, évidemment. Les certificats médicaux ? Non, pas les certificats médicaux, les attestations, attestant du lien. Oui, d'accord, oui, vous voyez, c'est... Non. Oui. Mais c'est vrai que ça pose il y a beaucoup de familles qui sont aujourd'hui dans ce cas de figure. Ça pose la question autour de ce vide juridique, finalement, si, à moins que, comme vous anticipiez, et c'est pas simple, c'est-à-dire que vous allez donc vous marier, et vous adoptez l'enfant, comme ça, évidemment, là, on ne peut plus contester les droits, même en cas de séparation, ce que je vous souhaite pas, évidemment, mais vous garderiez, sur un plan juridique, vous existez, vous avez un statut, évidemment, plein et entier. C'est ça, mais c'est plus pour protéger les enfants, parce que de toute façon, ma femme, elle est droite, elle aurait continué à lui laisser amiablement, si elle n'avait pas... C'est pour ça qu'il faut qu'elle en parle, que s'il y a eu, parce qu'on va certainement la questionner. Pourquoi, alors qu'au départ, elle acceptait, pour l'enfant d'ailleurs, de maintenir ce lien, parce qu'elle estimait que c'était important aussi pour la petite, et que finalement, du jour au lendemain, ça a été rompu, parce qu'on va lui demander évidemment pourquoi. Et il est important qu'elle dise ses raisons. Et après, c'est la justice qui tranchera, et selon la décision, je vous dis, soit on considérera que
bon, aujourd'hui, dans la tête de l'enfant, le couple parental, c'est vous deux, et qu'à ce moment-là, cette dame n'ayant pas eu finalement un lien construit sur des années, peut-être que, bon, on considère que c'est pas qu'on peut mettre un terme à ce lien. Et si c'était pas le cas, il faudrait revoir ça un peu pour que ça soit pas trop compliqué dans la tête de votre petite fille. Mais les enfants s'arrangent toujours, finalement, plutôt pas si mal de situations qui, à nous paraissent extrêmement compliquées. Voilà, ce que je peux vous dire. En fait, ça se ressentait dans son comportement. En fait, elle faisait souvent des colères. Enfin, c'était depuis qu'elle la voit plus. Enfin, ça va beaucoup mieux en fait. Parce qu'en fait, c'était pas du tout le même cadre là-bas. Elle faisait ce qu'elle voulait. Elle avait tous les cadeaux qu'elle voulait. En fait, elle était un peu achetée en fait. Bon, oui, mais ça, vous savez, on voit beaucoup ce genre de situation. Alors, je reçois un message de Charles qui dit au nom de quoi la maman de l'enfant serait tout à coup indésirable, du fait que la mère change de compagne, on marche sur la tête. Alors déjà, bon, on s'y perd, je pense que les auditeurs s'y perdent un peu dans ces questions de place. La maman de l'enfant, c'est votre compagne actuelle. C'est ça. Et c'était sa compagne de l'époque qui revendique aujourd'hui un droit sur cette petite fille. Elles se sont séparées alors que la petite fille avait 1 an et demi. Voilà. Donc mais sur un plan juridique, effectivement, elle n'existe pas, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne pourrait pas revendiquer des droits. Bon, là, on va pas se répéter. Je vous dis, moi, après, j'ai des éléments qui sont pas en ma possession, et je trouve que pour les magistrats, c'est pas simple, hein, parce que eux, ils entendent les différentes parties, et je pense que ce qu'ils ont à cœur de préserver, c'est quand même l'intérêt de l'enfant, de voir finalement, c'est-à-dire de pas lui mettre des liens et des liens et des liens où finalement il pourrait s'y perdre. Donc, je pense qu'ils ont dû réfléchir à ces questions parce qu'ils vont y être de plus en plus confrontés. On l'espère en tout cas. C'est ça. Bon courage, en tout cas pour la suite, et puis plein de bonnes choses alors pour cette naissance à venir. Merci, c'est gentil. Au revoir Laetitia. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir Gilles. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis à l'écoute. Moi aussi, ça tombe bien. Vous voulez que je vous parle alors que merci beaucoup. Je vous raconte un peu, merci. Non J'ai aussi besoin de parler. C'est-à-dire que j'ai besoin de conseils en fait sur le fait. Je suis un nouveau papa depuis 2 ans et j'ai pas eu l'occasion encore de pouvoir vivre avec ma fille. Elle s'appelle Ambre. Non, mais je préférerais que vous ne me donniez pas trop de prénoms. Parce que si vous voulez, dans ces contextes où on évoque justement un enfant, où il y a des couples qui sont séparés, il vaut mieux respecter un certain anonymat, je trouve. Vous voyez, c'est préférable parce qu'après, ça peut vous retomber dessus. L'autre partie va dire pourquoi tu parles de notre situation, de notre enfant, sur une antenne, publiquement. Voilà. Donc... Oui, vous savez. Oui, mais il vaut mieux respecter. Oui, non, mais j'entends bien, je respecte. Je respecte. Alors pourquoi vous ne la voyez pas ou peu finalement? Vous n'êtes plus donc avec sa maman? C'est-à-dire que je ne voulais pas d'enfant. J'ai 37 ans, bientôt 38, à 35 ans. Je voulais pas d'enfant. Je n'avais pas décidé de vouloir un enfant. J'ai rencontré une femme qui en avait 42 ans, qui avait 3 filles. Sa situation familiale me convenait amplement. Moi, mon but était de pouvoir continuer à vivre ma vie avec cette dame-là. Je commençais à tomber amoureux d'elle. Une petite fille de 2 ans, une seconde de 6 ans et une troisième de 17 ans. Donc elle avait 3 enfants déjà. 3 filles et 3 papas différents. Et ils étaient présents, les pères, pour ces enfants? Ils venaient récupérer leurs enfants sur leur droit de garde, bien sûr. Oui, ils étaient toujours présents. Donc vous vouliez pas d'enfants, mais donc une femme qui en avait déjà 3, ça vous arrangeait bien. Vous disiez après tout, peut-être, elle a eu son compte et elle va pas m'ennuyer avec ça. Non, je me suis pas attardé sur sa vie personnelle. Vous étiez prêt à accepter ces enfants? Je les ai plus qu'acceptés, ces filles, puisque je me suis investi. Je me suis investi sur beaucoup de choses. Sur une recherche d'une maison pour pouvoir les loger et ainsi de suite. D'accord. On ne vivait pas dans la même ville, plus de 60 kilomètres. Donc moi, il a fallu que je m'éloigne aussi de ma petite vie de famille, ma petite vie. J'avais pas de profession encore à l'époque. J'avais pas de travail plutôt. J'avais une profession mais pas de travail.
Et donc, il a fallu que je me sépare de tout ça pour pouvoir me rapprocher d'elle et de sa vie de famille. Et puis, en fait, elle est tombée enceinte. Certainement la chance ou la malchance, je ne sais pas. Moi, j'ai accepté tout de suite sa grossesse. Oui, finalement, votre réaction première n'a pas été celle que vous pensiez. Vous dites, quand vous dites que vous l'avez accepté, c'est-à-dire que vous êtes dit après tout, vous étiez déjà investi dans la vie de ces 3 jeunes filles, petites filles. Pourquoi pas? Et puis, au fond de moi, oui, certainement avoir envie d'être papa, sans connaître consciemment. Voilà, c'est ça. Ça a été oui tout de suite. Et puis, la vie fait que, en fait, elle n'a pas accepté que j'assume mon rôle de père dans sa vie de famille. Au moment où elle m'a reproché de ne pas m'investir sur le plan pas spécialement financier. Elle m'a dit tout simplement, tu es un homme bien, mais tu ne travailles pas. Vous n'aviez pas de travail à l'époque? Je n'avais pas de travail. Il m'est arrivé 2-3 soucis de santé, rien de méchant, et ça m'a pas empêché plus que ça, mais j'étais rentré dans un système où moi, ma vie me convenait. Je ne voulais pas travailler plus que ça. J'avais des ressources tous les mois. Et puis sa vie me plaisait, mais j'avais le but de vouloir évoluer, mais en fait, vu qu'elle est devenue enceinte du jour au lendemain, il a fallu que je me presse sur mon évolution personnelle. Chose que j'ai fait tout de suite. Donc ça veut dire que vous avez dit, vous êtes mis en recherche d'emploi là. Et j'ai travaillé dans les 3 mois qui ont suivi le début de sa grossesse. Oui, oui. Oui, donc là vous assumiez complètement vos responsabilités, même en disant je paye une pension, je l'ai déclaré en tant que papa, j'ai fait une prédéclaration de naissance. Donc vous étiez très investi, finalement. Ça montre qu'il y a des hommes qui parfois... On voit l'inverse, vous savez, on voit des hommes qui disent désirer un enfant, ça se forme l'enfant, la grossesse a lieu dans un projet parental de couple, et puis quand l'enfant est là, ils n'assument plus rien. Et on voit à l'inverse des hommes qui, comme vous, disent ne pas vouloir d'enfants, ne se sentent pas prêts, enfin ils ont leurs raisons légitimes. Et puis finalement, quand ils se retrouvent dans cette situation, assument tout à fait. Donc vous savez, la clinique montre que rien n'est jamais acquis et sûr à 100%. Je suis né sur mon papa et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'assumer si facilement en fait. Vous êtes né? J'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Je suis né sans mon père en fait. Il est décédé avant ma naissance et donc je pense que ça apporte voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Oui, certainement. Quand j'ai vu sa tête sortir du ventre de sa maman, voilà, je me suis senti tout de suite papa et pouvoir assumer tout ça. Mais non, la maman ne m'a pas donné l'opportunité de m'exprimer comme je l'ai voulu. Elle m'a dit, tu as le droit de voir ta fille, mais chez moi, et rien d'autre. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois. J'arrive en des escaliers, je ne peux pas m'exprimer tel que je pourrais l'être avec ma fille. Bien sûr. Parce qu'entre-temps, donc vous étiez présent. Vous étiez présent à l'accouchement, mais vous vous êtes séparés peu de temps après alors de sa maman. Non, on n'a jamais été ensemble en fait. Vous ne viviez pas ensemble. D'accord. Oui, d'accord. Non. Donc en fait, elle vous imposait de voir votre fille, mais toujours chez elle et en sa présence. C'est ça. Oui, mais ça ne va pas. Si après tout vous pouviez... Sur les 6 premiers mois, ça a été ça. Bon, quand elle était bébé, on peut dire. Oui, finalement. Oui, même les 3 premiers mois. Moi, j'ai abandonné tout de suite. J'ai pris une location seule avec une 2e chambre pour pouvoir accueillir ma fille. Et donc, j'ai acheté le matériel, enfin voilà, tout ce qu'il faut, les meubles et ainsi de suite. J'ai proposé à la maman de venir découvrir tout ce que j'avais fait et non, ça a été... Elle n'a jamais voulu voir, ça aurait pu la rassurer. Je ne viendrai pas chez toi. Oui, mais finalement, elle a fait un peu comme ça avec ses autres enfants. Au fond, elle fait des enfants, mais les hommes sont un peu exclus, c'est elle qui les élève, quoi. Ils viennent... Elle m'a dit qu'elle avait été violée quand elle avait eu 14 ans, cette femme. J'ai du mal à le croire. Oh là là, c'est pas impossible. J'allais dire, moi je pensais moi-même, c'est pas anodin, je pensais moi-même, elle a peut-être des comptes à régler avec les hommes.
Mais c'est possible. Si, c'est possible, malheureusement. Non, mais c'est affreusement moche. Oui, ce serait la seule bonne excuse qu'elle pourrait avoir, malheureusement. Mais bon. En tout cas, ce qui est dommage, c'est qu'elle soit prise dans quelque chose de très douloureux pour elle et que. Filles aujourd'hui, 4 papas différents. Mais ça montre qu'elle est en difficulté, oui, dans ses relations avec les hommes, et peut-être qu'effectivement, malheureusement, ce qu'elle a vécu explique cela. Mais ce qui est préjudiciable, justement aussi pour les enfants, en plus ce sont des filles, il ne faudrait pas qu'elle les élève dans, j'ose le mot, oui, dans la haine des hommes. Il y a certaines femmes qui font ça, certaines mères, malheureusement. Alors cette petite fille, pourquoi vous ne la voyez plus? Puisque vous l'avez reconnue avant sa naissance. Je l'ai reconnue avant sa naissance. Bon. Oui. Donc pourquoi vous pourriez demander, vous avez des droits par rapport à cet enfant, des droits et des devoirs, hein. Les droits ne vont jamais sans les devoirs, mais pourquoi vous ne la voyez plus? Eh bien, comme je vous disais, elle m'impose de la voir qu'en bas de ses escaliers, dans sa maison, et rien d'autre. À ce moment-là, derrière, vous pouvez saisir. Elle me reproche comme quoi je suis un papa incapable de pouvoir apporter l'éducation et ainsi de suite. Mais est-ce que vous avez fait une action en justice? Voilà. Alors, la maman a fait ça contre moi. Moi, je me suis pas mis. En fait, j'ai pas dit oui pour que ma fille vienne au monde et m'attaquer contre la maman. Et moi, c'est beaucoup pour moi d'aller en justice pour pouvoir éduquer ma fille. C'est bien de trop. Moi, je me sens incapable de faire tout ça. Et il y avait trop de monde contre moi. Et donc, non, j'ai pas été assumer ça en justice, en fait. Ah mince. J'ai eu peur. Vous avez eu peur. Oui. C'est-à-dire, attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous aviez été convoqué, donc, pour... J'ai été convoqué au tribunal, tout à fait, avec une quinzaine de jugements contre moi de ses proches. Oui, enfin, 2 jugements d'attestation, j'imagine. C'est pas des jugements, elle avait demandé des attestations. Si, ce sont des jugements. J'ai été jugé au préalable. Mais par qui? C'est ça, proches. Non, mais attendez. Non, attendez, parce que là, il peut y avoir une confusion. Oui, vous avez été jugé pas devant un tribunal. Vous vous êtes senti jugé. Je me suis senti jugé. D'accord, c'est différent. Oui. Et tout ceci est passé devant le juge, au tribunal. Vous n'étiez pas présent? Non, je ne me suis pas présenté. Donc, la garde a été attribuée à la mère? Exclusivement. Tout à fait. La garde a été attribuée à 100% à la maman et le droit de garde et le droit de visite a été attribué à 100% à la maman. Et quelle est votre question aujourd'hui alors par rapport à moi? Eh bien, en fait, tout simplement connaître le meilleur moyen pour pouvoir apporter à Ambre de connaître son papa sans passer par cette justice-là et que ça apporte que son bien-être, en fait. Ça a été décidé quand, là? Ça a été rendu quand, plus exactement, cette décision de justice? Il y a 5 mois. C'était cet été. Ouais, donc c'est un peu long pour faire appel. Là, je pense qu'il faudrait que vous soyez accompagné par un avocat spécialisé en droit de la famille. Il faut que vous soyez représenté. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, ça doit passer par la justice. Ça peut se plaider, votre peur. Vous ne vous êtes pas présenté parce que malheureusement, à ce jour-là, ça n'a pas plaidé en votre faveur. C'est-à-dire que la mère a eu beau jeu de dire, vous voyez, quand je vous disais qu'il est incapable, il ne vient même pas le jour de l'audience. Donc, on peut penser, vous voyez, il se désintéresse de sa fille, c'est pas son problème, malheureusement. Bon. Cela dit, vous savez, les décisions qui sont rendues en matière de garde des enfants, de droit de visite et autres, elles peuvent être amenées à être revues en fonction de la situation. Alors là, moi, je ne suis pas du tout je suis pas avocate, je suis pas magistrate. Il faut vraiment un spécialiste en droit qui puisse vous dire ce qu'il est possible de faire. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que sur un plan psychologique, et par rapport à l'enfant, ça serait important que vous ne renonciez pas à vos droits. C'est une certitude que je ne veux pas renoncer.
Et vous avez raison. Je cherche à trouver le meilleur moyen pour pouvoir accéder à lui. Alors après, c'est une question juridique, ça. C'est-à-dire que le moyen, ça va passer par le juridique. Quel recours vous pouvez avoir ? Mais moi, je peux vous répondre sur le plan psychologique. Heureusement, je trouve que finalement, vous assumez aujourd'hui cette situation et le fait que vous voulez être présent en tant que père dans la vie de cet enfant. Parce que, étant donné le contexte un peu que vous me décrivez, il y a des choses assez préoccupantes. Alors, sans porter de jugement encore, on n'est pas dans le jugement de valeur morale. Je me situe pas sur le plan de la morale. Mais vous dites cette dame a 3 enfants de 3 pères différents. Il y a quelque chose d'un peu comme une forme d'instabilité. Les pères sont là, ils gravitent autour, mais enfin, elle. Je suis le 4e. Et vous êtes le 4e, c'est pas anodin. Et où on voit bien avec vous comment, alors que très vite, vous me dites vous êtes investi. Vous n'avez pas manifesté, même quand elle a été enceinte, de rejet, de quoi que ce soit. Au contraire, finalement, vous avez assumé vos responsabilités, vous étiez présent à l'accouchement, vous aviez envie de vous investir. Mais là, vous vous heurtez à un refus où, en gros, elle reste dans sa toute-puissance. Elle veut bien. Elle fait des enfants avec des hommes, mais au fond, elle semble les disqualifier très vite. Et malheureusement, ce qu'elle vous a confié est peut-être une réalité, à savoir ce viol à l'âge de 14 ans. Ce qui pourrait, d'un point de vue psy, expliquer son attitude aussi vis-à-vis des hommes, et peut-être derrière ça un rejet violent, voire une haine des hommes. Et c'est là où il est d'autant plus important que les pères puissent être présents. C'est-à-dire ne pas laisser cette femme s'enfermer dans sa toute-puissance et élever ses enfants, et peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas dans un rejet, dans une image très négative des hommes. Alors cette petite fille, elle a 2 ans. Comment ? Je dis, c'est ce que j'ai ressenti envers elle, voilà, c'est un rejet. Oui. Bah oui, qu'on peut comprendre malheureusement, peut-être au regard de son histoire, et en même temps elle fait des enfants, et c'est des filles. Sa grossesse, hein. Ouais. Ça avait commencé déjà durant sa grossesse. Qui était l'auteur à 14 ans ? C'était quelqu'un de la famille, on peut penser. Elle vous a dit qui était l'agresseur ? Un de ses beaux-pères. Un compagnon de sa maman à l'époque. Oui, voilà. Mais oui. C'est une drôle d'histoire. Vous vous êtes pas rencontrés par hasard, vous. Hein. Elle aurait été violée par un beau-père. Vous me dites, vous n'avez pas connu votre père puisqu'il est décédé avant votre naissance. C'est ça ? Il est décédé avant votre naissance, votre père. Allô ? Excusez-moi, oui, j'ai eu une altercation. Enfin, il y a eu un problème de communication. Votre mère vous en a parlé de lui ? Vous a parlé de votre père ? Oui, je connais toute la vie de mon papa, oui. Oui, j'ai eu une vie très très famille avec mes grands-parents, ma maman, et un peu moins du côté de mon père. Mais non, j'ai connu mes grands-parents paternels. D'accord, oui. Donc il y avait une filiation paternelle, c'est important, oui. Parce qu'un père peut être absent, mais il peut exister, on l'entend bien à travers ce que vous nous dites, pour un enfant, déjà s'il porte son nom, si la mère de l'enfant parle de lui, et explique finalement qui il est, les raisons de son absence, bon. Mais on peut comprendre que pour vous, ayant été élevé sans père, c'était plus compliqué de vous projeter en tant que père. C'était impossible. Et tout ça, ça peut se plaider, vous savez, Gilles, devant un magicien. Ah oui. Caroline ? Oui, tout à fait. Je pense que ça peut se plaider, tout à fait. D'accord. Oui. D'autant plus que par rapport, là aussi, le juge qui sera amené à revoir votre situation par rapport à votre fille, il va aussi se pencher sur la situation de votre ex-compagne. Or, là aussi, il y a 3 enfants, 2 pères différents, vous êtes le 4e père, vous voyez, ça interroge. Encore une fois, pas sur un plan moral, mais sur le plan peut-être d'une difficulté qu'elle a, au fond. Pourquoi les hommes, elle fait des enfants, mais après les hommes sont comme éjectés de sa vie, pour ne pas dire disqualifiés. Non, mais oui, c'est sûr que ce sont des questions à se poser, oui, tout à fait. Bon. Donc, je trouve très sain que vous ne renonciez pas pour vous et aussi pour cet enfant.
C'est-à-dire parce que il y a malheureusement des femmes qui, on le sait encore aujourd'hui, décident de faire un enfant un peu toute seule, pour elle, quoi. Et ce tête-à-tête est toujours préjudiciable à l'enfant. C'est pas la même chose, si vous voulez, si une femme désire... Tant qu'elle le dise. Non, mais non, parce que même si une femme désire un enfant d'un homme en particulier, elle est pas dans une situation de toute puissance. Elle est demandeuse par rapport à cet homme. Il y a quelque chose qui se joue dans une triangulation. Elle inscrit d'emblée son enfant dans une histoire qui est plus à 2 mais à 3, une histoire avec un père qui compte. Et au-delà de lui, comme vous le dites vous-même, il y a une lignée paternelle. Vous-même, vous avez connu votre famille paternelle. C'est tout à fait différent si... même si après elle se sépare pour X raisons de cet homme, il est inscrit d'emblée l'enfant dans un projet. À 3. Or, une femme qui désire un enfant comme finalement, on risque de choquer, comme avant elle avait une poupée, elle est maître de sa demande, elle est maître du jeu, elle seule. Elle est seule maître à bord. Et ça, c'est toujours préjudiciable pour un enfant. Et pourquoi elle ne prend pas l'initiative, tout simplement, mais même si elle a peur de moi, sur je ne sais quelle raison qu'elle pourrait avoir peur, pourquoi elle ne prend pas l'initiative de présenter sa fille, et donc ma fille, à sa grand-mère, paternelle, du coup. Pourquoi elle ne fait pas cet effort-là, en fait? Je ne sais pas, je ne peux émettre que des hypothèses, mais il y a quelque chose où on voit bien que et les pères et du coup toute la lignée paternelle et les hommes au-delà de ça sont complètement disqualifiés. Alors malheureusement, cette femme fait que souffrir sa fille alors qu'elle veut la rendre heureuse, mais oui, elle a fait souffrir. Oui, mais cette femme elle-même. Bon, moi je ne peux qu'émettre des hypothèses et il faudrait pouvoir en parler avec elle, mais en revanche, ça peut être pris en compte, ça. Et ça peut se plaider. C'est-à-dire que malheureusement, cette femme, il est très probable qu'elle vous ait dit la vérité et qu'à l'âge de 14 ans, elle ait été violée par son beau-père. Et dans ces cas-là, comment on se construit comme ça? Vous voyez, même le rapport à la famille. Bon. Donc là, c'est la mère toute puissante avec ses enfants et les hommes sont disqualifiés. Donc pour les enfants, dans la construction psychique d'un enfant, il est important aussi qu'il y ait cette image de père. Et d'un père, et en tout cas de ne pas faire grandir les enfants. Il y a des mères qui se comportent comme ça, qui élèvent leurs enfants dans la haine de l'homme. Hein. Alors elles ont une histoire particulière, ces mères, évidemment. Mais il ne faut pas les laisser s'enfermer dans la toute-puissance. Et c'est là où vous avez raison, je pense, de faire valoir vos droits. Et encore une fois, maintenant, il faut agir. Et agir, le moyen, c'est évidemment juridique. Et ça veut dire être représenté, parler de votre histoire à un avocat qui va vous représenter et qui va vous dire quels sont vos recours. Et ne pas vous enfermer dans la fuite parce que vous ne vous êtes pas présenté. Ça pourra se dire, parce qu'évidemment, on vous posera la question. Aujourd'hui, et je sais très bien que c'est mauvais. Et non, oui, je vous ai bien entendu, Caroline, il va falloir que j'agisse en justice, tout simplement. Oui, et sans trop tarder, parce que ça peut mettre un peu de temps. C'est peur aussi, c'est le temps perdu. Alors elle a 2 ans. Hein. Je mérite pas ça, ma fille non plus ne mérite pas ça. Elle a 2 ans, ça va, elle est encore petite. Vous pouvez tout à fait. Elle va bientôt rentrer à l'école, oui. Oui, mais vous pouvez tout à fait. Suivre son éducation scolaire aussi, ça c'est un truc que je veux pas louper. Donc vous pouvez tout à fait prendre votre place de père dans sa vie, mais ça veut dire qu'il faut commencer vos démarches dès maintenant. Je vais attaquer et je vous tiendrai au courant de tout ça, Caroline. Enfin, attaquer, c'est-à-dire faire valoir vos droits et être présent. Oui, voilà. Oui, mais il faut que vous soyez bien représenté. Dans cet esprit-là. Oui. Bon courage alors, Gilles. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Vous aussi. Au revoir. Au revoir, Caroline. Un petit message de Fabienne qui voulait encourager Gilles en disant que sa situation pourrait être envisagée évidemment par le juge et qu'il doit en passer par le juridique, en lui disant vous avez raison d'insister parce que vous avez des droits et des devoirs vis-à-vis de cet enfant. Et on a Jaïd qui est avec nous, je crois, au 39-21. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Je prononce bien votre prénom ? Oui, très bien. D'accord. Oui. Merci parce que Paul me dit à l'instant que vous étiez sur la route. Vous êtes sur la route d'ailleurs. Et voilà. Vous avez pu vous arrêter ? Oui, je m'arrête
très très vite. Ah bah super, super. Oui, hein, le plus vite possible, que vous n'ayez pas d'accident surtout. Parce que c'est, en fait, vous ne pensiez pas du tout appeler, mais c'est le témoignage de Gilles qui vous a donné envie de réagir à 10 minutes de la fin de l'émission. Il est minuit 52, mais vous aviez envie de, je sais pas, peut-être de vous adresser à lui, donc on vous écoute. Oui, donc moi je voudrais dire qu'il aille faire sa demande, de reconnaître ses droits auprès de cet enfant de 2 ans. Et comme moi j'ai eu même à peu près un cas similaire où j'avais fait un enfant avec une dame que on ne vivait pas ensemble et elle a voulu le garder pour elle-même et j'ai été voir un avocat et puis je leur ai dit comme quoi la personne voulait le garder pour elle-même et puis il m'a défendu puis j'ai eu un droit de visite. J'ai eu un droit de visite donc comment dire comme tout le monde tous les 15 jours quoi. Et au départ, au départ, pardonnez-moi, donc la femme avec qui vous avez eu cet enfant ne voulait pas que vous voyiez cet enfant, vous s'y opposez? Non, en fait, elle m'a dit, comme elle m'a dit, que elle voulait être parent isolé. Voilà, pour reconnaître comme quoi elle était parent isolé. Vous voyez. Donc. Et ça, vous ne le saviez pas évidemment au départ. Et non. Et donc, elle a tout fait pour pas que je reconnais que j'ai le droit de visite. Alors, j'ai eu une intervention du tribunal d'une personne qui est venue à la maison pour savoir comment je vivais, si je travaillais, si l'enfant je pouvais le recevoir. Une enquête, comment on appelle ça, familiale, quoi. Hein. Et donc, la personne m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, tout va bien, vous travaillez, vous avez un appartement décent avec 2 chambres. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir les droits de visite de mon fils. Quoi. Et il a 20 ans. Il a 20 ans aujourd'hui, votre fils. Oui, mais c'est depuis la naissance. Moi, à la naissance, j'ai eu bien la naissance et après, je ne l'ai plus revu. Quoi. Très, très peu. Quoi. Vous voyez, il a 20 ans maintenant. Quoi. Et aujourd'hui, vous êtes proche de lui, il connaît un peu cette histoire, le fait que vous avez dû vous battre au départ pour avoir une place dans sa vie, pour exister. Le problème, c'est que c'est des parents d'une famille assez violente. Le petit, il a l'hôpital psychiatrie. Alors, je ne sais pas ce qui s'était passé quand il était petit. Moi, quand j'ai eu de temps en temps le week-end, il était tout à fait normal. Comme j'ai dit au médecin, au psychiatre, au psychologue, il était tout à fait normal. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils l'ont fait tomber en fait, il est handicapé moteur, pas moteur, pardon, mental. Mental, quoi. Il a donc c'est pas un D'accord, il a un handicap mental qui n'avait pas été décelé dans l'enfance ? Non, pas du tout. Il a été à la maternelle. C'est un handicap mental ou on vous parle de handicap mental ou de maladie psychique ? C'est pas la même chose. Vous ne savez pas. Moi, je dirais psychique, plutôt, oui. Oui, parce que c'est différent si on parle, oui. Ça, malheureusement, parce que c'est pas forcément lié à de la violence. Enfin, vous me dites qu'il y avait de la violence du côté maternel. Voilà, oui, au niveau des frères, de la mère, enfin, oui, ça c'est compliqué quand on est en famille. Donc, je voudrais lui dire qu'il se défende, quoi, qu'il a ses droits, comme vous le disiez, et vous êtes des bons conseils. On s'est eu déjà au téléphone. Je vous ai appelé une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour une Russe. Je me suis marié avec une Russe après. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et non, ça ne me dit rien. Vous m'avez dit de conseiller, et puis j'aurais dû vous l'écouter, je m'en veux jusqu'à maintenant, parce que je me suis marié avec cette personne-là, et j'ai eu un enfant, et puis là, c'est pareil, j'ai du mal à voir le petit, quoi. Oh là. Parce que cette jeune femme, elle vit en Russie maintenant ? Non, elle vit en France. Oui, elle vit là. Et le problème, c'est que quand je vois le petit, bon là, il a 12 ans, mais quand il était plus petit, elle faisait des convocations à la police, il y avait des convocations, je me faisais engueuler, je ne comprenais pas pourquoi. Elle faisait tout pour pas que je le vois aussi, quoi. Vous voyez, c'est assez compliqué, quoi. Mais maintenant, je me suis remarié. Je n'ai pas compris, je sais. Je suis têtu, je suis de Bretagne. Je me suis remarié, là ça se passe très bien, j'ai 3 enfants et ça se passe très très bien. Avec le petit... Vous avez eu à nouveau 3 enfants, là, oui. c'est ça ? Oui, actuellement, oui. Bon, et ça se passe très très bien.
D'accord. Ça se passe très très bien. Et donc avec le petit de la maman russe, il est venu chez moi avec ma nouvelle compagne. Ça se passait très très bien entre eux deux, avec moi. Il voulait revenir. Et quand il a dit ça à sa maman, depuis, je l'ai plus revu. Et ça date depuis 5 ans maintenant, 5 ans que je le revois plus. J'ai plus de nouvelles. Quand on entend, enfin, si on fait un peu le bilan, je ne sais pas si vous avez entendu tous les témoignages de ce soir, mais ça fait réfléchir quand même parce que, évidemment, si on pensait à la responsabilité que c'est d'éduquer un enfant, peut-être que c'est tellement un peu écrasant que finalement on n'en ferait plus ou on en ferait moins, mais ça vaut le coup quand même de se pencher là-dessus, parce que ça pose question quand même après de qu'est-ce qu'on fait vivre à travers toutes ces séparations, à travers tous ces comptes que l'on règle. C'est-à-dire qu'il y a, évidemment, après on entend parler de parents qui ont des droits vis-à-vis des enfants, mais il faut pas oublier que les droits s'accompagnent toujours de devoirs, et en particulier d'essayer de les faire grandir dans un environnement à peu près stable, parce que pour se construire psychiquement, un enfant a besoin de stabilité, et notamment dans les toutes premières années de sa vie, notamment dans les 3 premières années. Et c'est vrai que c'est... Alors après, on sait qu'il y a aujourd'hui... que le couple est devenu de plus en plus fragile. Là, on est dans une situation où vous nous exposez, suite au témoignage de Gilles, des femmes qui parfois font un enfant et mettent le père hors jeu. C'est pas par hasard, tout ça. Ces femmes, ça renvoie toujours à l'histoire qu'elles ont eue derrière tout ça. Elles sont agies, soit parce qu'elles ont des comptes à régler avec les hommes, avec leur père, soit qu'elles peuvent être l'instrument de la vengeance de mère ou de grand-mère, qui les ont élevées dans la haine des hommes, soit certaines femmes qui restent un peu immatures et qui ont le sentiment finalement que on peut faire un enfant toute seule. Les enfants pensent ça, que les mères, si on ne leur explique pas bien les choses, les enfants, vous prenez les enfants petits, ils ont l'impression que c'est les mères qui font des bébés toutes seules, si on n'explique pas le rôle du père. Alors maintenant, tout est compliqué parce qu'on a eu la situation des couples homosexuels. Enfin, parfois je me dis que les magistrats vont avoir à régler des choses bien, bien complexes. Et j'aimerais pas être à leur place dans certaines situations. Mais bon. Mais moi, Caroline, excusez-moi de reprendre la parole. C'est que moi, quand j'ai eu pour mon premier enfant, j'ai téléphoné même à une assistante sociale que je voyais pour qu'il m'aide. Et le dimanche, le week-end, parce que moi, je me battais, je voulais le voir, cet enfant. Et moi, je comprends très bien les pères qui se mettent sur une grue que moi, j'ai jamais pensé à faire ça. À l'époque. Bon, ça, moi j'aime pas trop ces interventions, et d'ailleurs celui qui était le premier monté sur la grue, parce qu'après il y avait eu des problèmes de violence conjugale dans son couple. Donc bon. Qu'on passe par la justice, oui, qui passe par la justice, et vous avez raison, c'est-à-dire que si un homme est mis hors jeu, si un père est mis hors jeu, il est important, bien sûr, qu'il saisisse la justice. C'est mieux que de monter sur une grue, à mon avis. Mais bon, ça n'est que mon point de vue. Bonne route, Jaïd. Je suis désolée, mais on arrive à la fin de cette émission. Bonne route, merci d'avoir appelé. Au revoir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, et je vous dis à ce soir, bien sûr, dès 22h30, on sera là, les amis. Il est maintenant 1h du matin, vous écoutez Europe 1, et si vous n'avez pas eu la chance d'écouter Franck Ferrand à 14h, il est là, rien que pour vous, tout de suite. À ce soir, bonne nuit.